DSCG, je l'ai passé 3 fois. Je savais que pour avoir le plus de choix dans ma carrière, dans mes choix de vie, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Peu importe les années que ça prend. Moi, je suis un fou des process. Dès que tu fais un truc, tu l'enregistres. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Mieux vaut préparer maintenant, parce que demain, quand on sera 10, ça sera déjà là. Maintenant que tu as dit ça, comment tu fais rentrer des clients? Un client qui rentre, c'est un réseau qui rentre. Un client peut t'amener 0 client, mais un autre client peut t'en amener 10. Je me spécialise sur une niche pour être tellement bon. Tu as des gens qui vont acheter une pharmacie. Tu as besoin de les rassurer, tu les accompagnes vraiment dans leur projet de vie. Ils ont besoin de la compta en temps réel. C'est difficile à faire. Là, aujourd'hui, ça bouge beaucoup. C'est pas parce que tu as le petit cabinet, que tu as 2 collabs, que tu dois pas prendre en compte tout ce qui se passe. Tu peux vivre, tu peux continuer à exister, mais il faut que tu bouges. Moi, j'ai des confrères qui se sont dit, j'arrive à un stade pour faire x10, il faut que j'y aille. Il faut que je rejoigne un groupe. Go. Mais ils le pensent vraiment. Si tu prends une décision, pense-le vraiment. Moi, des fois, je vois des posts. Les experts comptables qui restent seuls sont voués à mourir. Qui t'explique pour vivre, il faut que tu sois consolidé. Moi, ça me fait peur. L'expert comptable doit d'abord penser à ce qu'il veut. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où j'ai le plaisir d'accueillir un expert comptable. Jeune diplômé, on peut le dire, parce que ça fait pas 50 ans que tu es dans la profession. J'ai le plaisir d'accueillir Rabat Mohamed. Rabat, tu as créé ton cabinet depuis presque 2 ans, maintenant, Oui. à partir du moment où on enregistre. Et puis, tu es un peu le bon cas d'usage. Pourquoi ? Parce que tu as une histoire à la fois personnelle, singulière, mais aussi tu as créé ton cabinet, et puis avec une idée. Et puis finalement, cette idée, au fur et à mesure, elle s'est déconstruite pour reconstruire une nouvelle vision de ton cabinet. Et comme tu représentes aussi le visage de l'expertise comptable, dans le sens où beaucoup de cabinets qui se lancent, ils ont la taille que tu peux avoir. Et puis avec cette évolution du métier, digitalisation, pas digitalisation, rapprochement, pas rapprochement, et on a pas mal de choses à aborder dans cet épisode. Bienvenue dans ce podcast Les Geeks des Chiffres. Écoute, Nicolas, déjà, je te remercie. Merci pour l'invitation. On se connaît depuis un moment déjà. Voilà, je suis très, très content d'être là. Et puis, en espérant que je serai à la hauteur de tes anciens invités. Écoute, tu es complètement à la hauteur. Alors, Rabat, j'ai une question que je pose aussi traditionnellement à tous mes invités. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable ? Parce que toi, à la base, rien ne te prédestinait à être dans cette profession. Non, pas du tout. En fait, c'est une profession que j'ai connue en chemin pendant mes études. Pourquoi ? Je pense qu'on refera tout l'histoire avant, mais en fait, cette profession-là rassemblait quelques points qui étaient importants pour moi. Première chose, c'était l'exercice en libéral, donc l'indépendance, parce que j'ai toujours voulu être à mon compte. Comment, je sais pas. Mais donc, ça rassemblait déjà ce premier point. Deuxième point, c'est le fait d'accompagner des entrepreneurs. Donc ça, moi, j'adore les histoires. J'adore... parce que moi-même, j'ai vécu une histoire. Enfin, voilà, je pense que tout le monde se construit à travers ce qu'il a vécu. Donc, il y a ça. Et après, troisième chose, c'est une rencontre. C'était en fac d'éco, en 3e année. Non, on était en 2e année, on devait aller en 3e année. Et la faculté avait fait venir plusieurs professionnels. Parce que, comme tu le sais, 1re année, 2e année de fac d'éco, c'est un peu généraliste. Éco-gestion, on fait un peu tout. Et à l'aube de la licence, où tu commences un peu à te spécialiser, ils ont fait venir des professionnels, des banquiers, des experts comptables, des DRH, des DAF, enfin voilà, pour nous présenter à peu près ce qu'ils voulaient. Et moi, je me rappelle qu'ils avaient fait venir une expert comptable qui s'appelle Valérie Lépée, je me rappellerai toujours de son nom, de Marseille, qui nous avait parlé un peu de son quotidien. Et il y avait une phrase un peu qui m'était restée en tête. Elle ne l'avait pas dit mot pour mot comme ça, mais qu'en gros, on est des entrepreneurs parce qu'on a nos cabinets, on accompagne des entrepreneurs. Donc voilà, ça me parlait un peu. Je me suis dit, bon, je peux être indépendant et en même temps, j'accompagne des gens qui construisent dans les bons côtés, comme parfois quand ils sont en difficulté. Enfin voilà, tu accompagnes des histoires. Comme quoi, les histoires singulières de chaque personne, elles peuvent aussi créer des vocations.
au-delà de ce qu'elle a raconté, est-ce qu'il y avait quelque chose dans son quotidien qui t'a un peu marqué? Tu te dis: «Ah», est-ce qu'elle a parlé de l'argent qu'elle gagnait, par exemple? Est-ce qu'elle a parlé de son train de vie? Est-ce qu'elle a parlé d'un emploi du temps? Est-ce qu'elle a parlé de son évolution personnelle? Comment elle a abordé aussi son métier présenté, tu vois? Bah, en fait, elle a abordé son métier. Déjà, bien sûr, quand on a 20 ans, on est en deuxième année, troisième année, on questionne sur le salaire. Donc, elle ne l'a pas caché, même si elle n'a pas dit ce qu'elle gagnait, mais qu'elle a dit que les experts comptables gagnaient correctement leur vie. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Deuxième chose importante, c'était que on voit divers corps de métier. C'est pas cantonné à une seule chose. On accompagne nos clients quand ils rachètent des cabinets, enfin des structures, pardon. On accompagne nos clients quand ils se lancent de zéro. Enfin, on est là, quoi. Et après, il y a le côté perso qui, pour moi, est important. En fait, on a beau dire ce qu'on veut, on a quand même la faculté d'organiser notre emploi du temps comme on veut, même si on travaille 70 heures. Mais mieux vaut 70 heures qu'on a choisi un peu d'organiser que 40 heures subies, entre guillemets. Voilà. Donc, il y avait un peu ces paramètres-là qui ont fait que je me suis dit, j'y vais. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais moi, quand je suis décidé sur un truc, il n'y a rien qui me... Voilà. Ah, t'étais focus. Voilà, j'étais focus. Et en fait, ça a été un peu un point de bascule chez toi. Ah, elle a planté une graine. Ouais. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, je vais aller au bout de l'expertise comptable? Ouais, alors, en fait, justement, parce qu'à l'époque, quand je suis rentré en fac d'éco, ce que je voulais faire, à la base, en rentrant en fac d'éco, je voulais devenir trader. Je voulais faire de la finance de marché. Donc moi, ce jour-là, j'étais là parce qu'on nous a demandé d'être là. Mais moi, tout était clair dans ma tête. Il fallait que j'intègre un magistère, éco, je ne sais plus comment il s'appelait, pour pouvoir faire un master 2 en finance de marché pour être trader. C'était ça le but. Pourquoi? Parce que trader, ça gagne beaucoup d'argent, ils ont une belle vie, etc. Mais après, ils ont une belle vie. On s'entend. Et après, il y avait quand même ce petit truc qui me manquait alors, moi, je suis beaucoup l'économie. Donc, j'ai vu un peu la crise des marchés, Jérôme Kerviel, enfin, toutes ces histoires-là. Je me suis dit, attends, peut-être que... Voilà. Et je vois la pression qu'il y a. Ils travaillent jusqu'à pas d'heure. Ils ne sont pas autonomes, indépendants. Enfin, voilà. Donc, il y a tout ça qui me mettait quand même des doutes, même si, attention, voilà, ceux qui réussissent, ils gagnent bien leur vie. Et elle, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, attends, mais ça coche toutes les cases, entre guillemets, pour ce que moi je veux. M'organiser comme j'ai envie, accompagner des entrepreneurs et, si tout va bien, gagner correctement ma vie, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, pour moi, c'était clair. Donc, j'ai suivi le parcours classique, licence comptabilité finance, master CCA, DSCG, je l'ai passé 3 fois. Non, pour te dire qu'en fait, j'ai des gens avec qui on a passé le DSCG, au bout de la deuxième fois, ils ont abandonné. Mais moi, pour répondre à ta question, je savais que pour avoir le plus de choix dans ma carrière, dans mes choix de vie perso, pro, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Donc pour moi, c'était clair. Il faut que j'aille jusqu'au bout, peu importe les années que ça prend. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je dis souvent à mes enfants, moi, en fait, je m'en fous que tu sois premier. Mais par contre, l'avantage d'être d'aller loin, c'est qu'en fait, à la fin, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais tu n'es pas bridé parce que tu n'as pas eu envie ou tu n'as pas fait. C'est important ce que tu dis, parce que tu vois, aujourd'hui, l'ordre, la déontologie fait que même quand tu n'es pas diplômé, tu peux être associé. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. C'est clair. Il fallait avoir le diplôme. Moi, pour avoir fait 2-3 cabinets à Marseille, c'est dommage parce qu'en fait, j'ai rencontré des profils qui, il leur manque juste le diplôme, entre guillemets. Ouais, parce qu'ils sont capables. Ils sont capables de gérer un cabinet, ils sont capables de, tu vois. Et du coup, moi, je voulais pas avoir cette, entre guillemets, me dire, ah ouais, mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas le diplôme. Donc, à la limite, je préfère, peut-être que ça va plaire à certains, mais je préfère me dire, j'ai eu le diplôme rapidement et j'ai que 3 ans d'expérience, parce que c'est 3 ans, entre guillemets, 3-4 ans, le temps que tu prépares le deck, machin, que à avoir 10 ans d'expérience et être bridé parce que j'ai pas le diplôme. Donc moi, c'était clair, il faut que j'aille jusqu'au bout. À la limite, le reste, ça s'apprend sur le terrain. Et même, faut bien faire la distinction entre être diplômé et être installé. C'est-à-dire qu'on peut avoir le diplôme,
et continuer quand même à engranger de l'expérience en cabinet. Tu n'es pas obligé de t'installer tout de suite, mais au moins tu as le diplôme. Ok. C'était ça la vision que moi j'avais. On va revenir là-dessus. Toi, à la base, aussi, ton histoire singulière, c'est que tu n'as pas grandi en France. Toi, tu as grandi au Je suis Comores. même pas né en France. Tu n'es même pas né en France. Donc, déjà, c'est quoi le jeune de 17 ans quand il arrive en France? Pourquoi? Qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que tu as une nostalgie de ce que tu as vécu ou alors est-ce que tu es content? C'est quoi un peu la psychologie aussi? Et comment tu arrives à rentrer dans les études à ce moment-là? Déjà, tu fais quoi au début? Parce que Oui. Ouais. c'est pas tout à fait l'éco et l'expérience comptable que tu as fait. Alors, en fait, moi, je suis né dans un petit pays qui s'appelle, c'est un archipel d'îles qui s'appelle les Comores. Donc, on parle français. On a la langue maternelle qui est le shikomori, le comorien, mais on parle français. Les administrations sont en français, entre guillemets, l'école, tout ça. Donc, moi, jeunesse, on va dire, ça s'est plutôt bien passé. Les parents, ils étaient là. Ils faisaient un peu avec ce qu'ils pouvaient, parce que, bon, tu connais, c'est des pays où la vie au quotidien, c'est très compliqué. Aucun de mes parents n'est entrepreneur. Mes parents sont des fonctionnaires. Et en plus, dans ces pays-là, ben, parfois, tu arrives dans des moments où, moi, à chaque fois, je raconte ça. Et là, maintenant que j'ai 33 ans avec du recul, je me dis, mais c'était ouf quand même. Moi, j'ai vu mes parents aller travailler avec des arriérés de salaire. C'est-à-dire que je leur demandais, mais pourquoi tu fais travailler si t'es pas payé? Oui, mais si je travaille pas non plus, ben, je serai jamais payé. Ouais, Donc, en fait, j'ai vécu un peu ce paradoxe où mes parents, ils m'ont toujours dit, nous, avec mes frères et sœurs, ils nous ont toujours dit, nous, notre investissement, c'est vous. Voilà. Donc, ils se sont endettés pour qu'on aille en école privée, parce que les écoles publiques, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Ouais, les écoles publiques, voilà. Donc, tout le temps, il y a des grèves, etc. Donc, ils se sont endettés pour qu'on puisse aller en école privée. Et eux, c'était... Il y a un proverbe comorien qui dit je m'occupe de toi maintenant pour que toi, tu t'occupes de moi plus tard. Voilà. Là, je l'ai fait un peu français, voilà. Mais globalement, c'était ça. Ils nous ont dit, nous, on investit sur vous pour avoir un retour. Parce que les maisons, les trucs, les machins, ça, voilà, ça part. Voilà. Donc, ils ont fait le nécessaire. Et je les remercierai jamais assez. Donc, ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait le lycée, j'ai eu mon bac S. C'est-à-dire que pour eux, c'était une fierté aussi que tu ailles en France, dans des écoles qui, a priori, en tout cas dans un autre endroit du monde où l'école, elle a son statut, son niveau de qualité, son niveau d'exigence, et puis bah, tu vas dans un pays riche, voilà. a priori. En fait, eux, c'était de se dire que comme eux, ils misent tout sur l'éducation de leurs enfants, ils ne veulent pas les brider sur quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'on pouvait jusqu'à ce que vous ayez le bac et on fera tout le nécessaire pour que vous réussissiez vos études. Donc, en fait, moi, je suis venu parce que mon grand frère était déjà en France et on avait de la famille en France. Il y a une grosse communauté comorienne à Marseille. Voilà. Donc j'avais déjà de la famille à Marseille, en France. Donc, mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu parce que le billet, voilà, pour des gens qui travaillent, c'est pas, même nous déjà, on se dit c'est trop cher. Alors, ceux qui sont sur place, investissement un an, quoi. Je pense qu'il a dû encore payer le billet pendant je ne sais combien d'années. Donc, après, je suis arrivé ici, j'ai rejoint mon frère. Alors, pour revenir sur ce que j'ai fait quand je suis arrivé, alors déjà, quand tu arrives la première fois en France et que tu viens d'un pays d'Afrique, première chose, c'est la température. Moi, je suis arrivé en plein mois de novembre, comme maintenant. Oh là là, le choc de... Moi, mon père qui a eu la chance de voyager, il me disait... Il fait froid, attention, mais il y a froid et froid. Je vois. Moi, là-bas, quand il fait un peu frais le soir, t'as un petit gilet comme tu as là, c'est bon, ça suffit largement, quoi. Et j'arrive, le froid, je me prends un coup, quoi. Le froid, donc il y a eu le froid qui m'avait un peu, voilà. Deuxième chose, c'est pas du tout la même... alors, il y a 3 choses. Il y a le froid. Deuxième chose, ici, désolé, mais en fonction de là où tu tombes, peut-être qu'il y a des endroits où c'est différent, mais en fonction de là où tu vas, ben, en fait, c'est un peu chacun pour soi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Première fois, j'arrive en France, je prends l'ascenseur, je monte, le voisin, tu sais même pas comment il s'appelle, il ferme la porte, il truc, et machin. Et il y a eu une expérience qui m'avait beaucoup choqué. Une fois, on apprend des pompiers qu'il y a eu un décès dans notre bâtiment, d'un voisin qui est décédé, alors que
Et ça, Aux Comores, c'est là, pas possible. ben non, c'est pas possible. Ouais, C'est-à-dire qu'aux Comores, toutes les portes sont ouvertes. Tu vas aller demander de l'huile, de du l'huile, beurre, le peu sel, le importe. truc. Enfin voilà, tout un quartier, on vit ensemble. Enfin, tu vois. Et ici, c'est comprends. quelque chose qui m'avait beaucoup. Ouais, je comprends. Au début, je me suis dit, mais en fait, c'est chacun pour soi. À la limite, le bonjour dans l'ascenseur, il est très compliqué, quoi. Ouais, Tu je vois. vois. Et donc, il y avait ça. Et après, la troisième chose qui m'a marqué, c'était que, en fait, quand j'ai commencé la fac, je reviendrai sur ce point-là, la fac de bio. Quand j'ai commencé la fac, j'ai eu un coup, je me suis dit, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a ici. Tu vois, moi, un jour, je me rappelle quand je suis sorti de l'aéroport, je vois un endroit où il y a marqué école de la deuxième chance. Non, mais tu sais, pour les gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, ça leur semble normal. Je me suis renseigné, visiblement, ceux qui ont échoué au bac, ou voilà, qui veulent se réinsérer. Je crois que c'est ça, entre guillemets. Mais nous, la première chance, déjà, il faut l'avoir. Tu vois, école de la deuxième chance. Donc, et je vais à la fac, je vois les étudiants, ils ont des bourses pour faire leurs études. Nous, si tu as déjà le goûter pour manger, c'était, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, et je disais à mes collègues de fac, je me dis, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Donc, le choix de la bio, comment ça s'est fait? En fait, j'ai eu mon bac scientifique. Défaut d'orientation, on m'a pas posé les bonnes questions. On m'a dit, écoute, tu as des bonnes notes en sciences de la vie et de la terre, là, en bio, va en bio. Je me suis pas posé plus de questions que ça. J'avais en tête quand même que je voulais devenir entrepreneur. J'ai toujours voulu être businessman, entre guillemets. Tu vois, j'étais le cliché quand t'es petit, businessman, l'homme en costume, etc. Ouais. Pour une seule raison. Une seule raison, parce que j'avais le cliché, à tort ou à raison, peu importe, qu'ils gagnent bien leur vie. Et moi, je voulais bien gagner ma vie. Pas forcément pour les mauvaises raisons, c'était comment j'ai vu mes parents. Ouais, en fait, dans ton histoire, parce que justement, c'est là tout de suite là qui me vient dans ma tête. Est-ce que justement, c'est cette histoire personnelle où tu t'es dit, ah, peut-être que moi, j'essaierai de moins galérer pour mes enfants et pour mes parents aussi. Et pour tes parents. Voilà. Du coup, en fait, c'était ça. Okay, c'était ça. C'est-à-dire que pour te dire, des fois, quand je discute avec ma femme, elle me rappelle aussi que, Rabat, il faut aussi que tu prennes soin de toi. Parce qu'en fait, moi, je suis dans un... Vu l'enfance que j'ai vécue, j'ai vu mes parents galérer, s'endetter, ceci, cela. Oui, comment on va faire pour payer ton billet, pour aller faire tes études en France. Enfin, j'ai vécu... Et ça, mes parents, à l'époque, et peut-être qu'ils pensaient que moi, je comprenais pas, mais bon, t'as 16, 17 ans, tu vois, tu comprends quand même. À 15, 16 ans, tu vois tes parents galérer, même si tu n'oses pas leur dire, ou eux, ils te le disent pas, mais t'entends les discussions de couloir. Imagine, toi, tu as 17 ans, tu viens d'avoir ton bac, j'ai eu mon bac avec mention. Tu es dans le salon, tu fais tes petits trucs et tu entends des discussions dans la chambre des parents. Oui, comment on va faire pour faire payer le billet? Moi, j'ai envie qu'il fasse des études. Du coup, tu te rends compte que l'argent est devenu un problème. Ok, je vois. Pas pour les mauvaises raisons. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pas pour le fait que, voilà, mais... ouais, c'est pas pour partir en vacances, pour s'acheter des trucs bling-bling, une voiture hyper... Le minimum. Juste pour envoyer les ton enfants fils à qui l'école. A eu un bac avec mention, tu as envie qu'il fasse des études et tu te poses la question, tu creuses là. Et du coup, moi, en partant de là, je m'étais juré qu'il fallait que je trouve un moyen pour que je gagne correctement ma vie pour ma petite famille à moi et aussi mes parents. Voilà, donc ça a toujours été ça mon focus. Et du coup, je savais que je voulais devenir entrepreneur. Comment? Quand? Parce que je me suis dit, après, c'est cliché. Maintenant que je suis entrepreneur, je le vois que c'est pas aussi simple. Mais j'avais le cliché des entrepreneurs, ils gagnent bien leur vie, etc. Donc, je me suis dit, il faut que j'entreprenne. Et après le bac, je savais pas trop quoi faire. On m'a dit, va en bio. Je me suis inscrit en fac de bio à Marseille. Donc, comme tout bon élève, je valide ma première année sans trop de difficultés. Enfin, si, avec un peu de difficulté parce que c'était pas une question de niveau, mais... T'arrives en France, t'es étudiant étranger, t'as pas de bourse, t'as rien. D'ailleurs, quand t'arrives en tant qu'étudiant étranger, est-ce que t'es bien accueilli? Est-ce que c'est facile de trouver un endroit pour se loger, pour trouver un travail? On peut en parler après. Parce que nous, chez les Geeks des Chiffres, on a plein d'étudiants aussi qui viennent d'Afrique. Et puis, genre, c'est la galère, quoi, quand ils arrivent, tu vois? Il y a rien qui est facile. Rien qui est facile. Rien qui est facile. Le quotidien, quand t'arrives, si t'as pas de famille, ça doit te démerder, quoi. Après, heureusement, tu as certaines communautés d'étudiants étrangères qui s'organisent pour dire, par exemple, tu as une communauté d'étudiants sénégalais, des associations, entre guillemets,
qui s'organisent pour dire on a tant d'étudiants qui arrivent, il faudrait peut-être les aider à trouver un job, à trouver un logement, etc. Mais c'est toi et toi-même, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, mon frère, il était déjà là, c'est la chance que j'ai eue, donc il est venu me chercher, il m'a aidé, etc. Mais quand tu arrives en tant qu'étudiant étranger, il faut savoir que tu n'as pas droit à grand-chose. Après, bon, il y en a certains qui vont me dire c'est normal, mais bon, voilà, tu n'as pas droit à grand-chose. Les aides, la bourse, le machin. Donc, moi, j'ai tout de suite eu besoin de travailler côté pour financer mes études. Quick, je fais 5 ans en Quick. Pour te dire, Nicolas, j'ai fait 5 ans en Quick de la première année de fac d'éco à la dernière année de master. J'ai fini mon contrat un vendredi. Lundi, je commençais un CDI. Parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir un vide d'une semaine sans travailler ou sans avoir de salaire, tu vois. Donc, tout ça, là, après, il y a les difficultés aussi par rapport au... Et ça, je vais utiliser ton podcast aussi comme tribune pour ce point-là parce que je le vois, je l'ai vécu et je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent. C'est les histoires de titres de séjour, de trucs. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants étrangers, enfin aujourd'hui, ça a toujours été le cas et je pense que ça s'est encore plus amplifié maintenant. Tu as un cercle un peu vicieux si ton titre de séjour n'est pas valable, tu peux pas travailler. Mais si tu travailles pas, on te renouvelle pas ton titre de séjour. Ah ouais, d'accord. Donc c'est le serpent qui Voilà. En gros, c'est ça. Donc, tu dois aller tous les ans. Maintenant, je crois qu'ils ont mis des titres de séjour de 2 ans si tu fais un master, vu que c'est première année, deuxième année, etc. Mais moi, à mon époque, c'était tous les ans. Tous les ans, tu dois aller faire la queue à la préfecture, 5 heures du matin pour espérer avoir un dossier, etc., etc. Donc, j'ai eu des retours comme quoi maintenant ça s'est amélioré parce que maintenant tu déposes tout en ligne. Mais tu as aussi le côté pervers de ça, c'est qu'en fait, avant, quand tu allais sur place, avant qu'ils te fassent le titre de séjour, tu avais ce qu'on appelle un récépissé. Un document qui te dit que tu as bien déposé et que tu es quand même en règle, tu peux travailler avec ce petit document en attendant d'avoir la carte. Mais là, il me semble, d'après les retours que j'ai eus, qu'en fait, maintenant, vu que tout se fait en ligne, ben en fait, tu n'as pas de récépissé. Tu déposes et tu attends. Tu vois, donc, voilà, bon courage aux étudiants étrangers. Je sais que c'est pas simple et s'il y a des choses qui peuvent faire en sorte que ça peut améliorer leur... parce que moi, la plupart sont des étudiants brillants qui ont, tu vois, qui ont la dalle, quoi. Ouais, carrément. Parce que tu pars pas de tes racines pour être dans un endroit que tu connais pas. Voilà, et pour chiller en mode... Voilà, ça marche pas comme ça, la vie. C'est pas ça la vérité, en fait. Donc après, moi, on m'a orienté comme ça, entre guillemets, en bio, sans aucune explication. Donc, je valide la première année. La première année, elle était très théorique. Donc, voilà. Mais après, la deuxième année, c'est là où ça commence un peu à se... C'est là où je commence à me poser des questions. Rabat, tu t'étais dit, il faut que tu deviennes entrepreneur. C'est quoi la suite? C'est là où j'ai commencé à avoir des schémas de me dire, mais en fait, là, tu n'es pas à l'école. Parce qu'à l'école, entre guillemets, quand on était jeune, on pensait que l'école, c'est obligatoire, donc tu y vas et puis c'est tout. Mais tu ne voyais pas la suite. Ouais, bien sûr. Donc, tu es allé parce que tu devais aller à l'école. Mais la fac, ce n'est pas la même chose. Les études supérieures, ce n'est pas la même chose. Tu es là vraiment pour choisir un métier ou un avenir. Donc, moi, en deuxième année, le déclic, je l'ai eu quand j'ai commencé vraiment à faire des trucs très pratiques. Parce qu'on était en biologie, donc on allait dans des laboratoires, dans des trucs. J'étais en blouse blanche, machin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et là, je suis en deuxième année. Je m'étonne parce que là, quand tu me redis les 3 objectifs qui ont fait que là, on n'y était pas. Ben non. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là? Et du coup, je parle à mon frère, qui, franchement, je le remercierai jamais assez, mon grand frère, parce que lui, il était arrivé 5 ans avant moi, donc il avait déjà l'habitude, il s'était déjà bien acclimaté, etc. Donc, mon frère, il me dit, écoute, ne pense à rien d'autre. Pose-toi la question suivante. Et ça, c'est la question que j'aimerais que tous les gens se posent. Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? Je ne te demande pas de me dire, tu as envie de faire tel métier, tel métier, tel métier. Toi, en tant que personne, où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? Moi, je lui ai répété ce que je t'ai dit depuis le début. Je me vois dans le monde des affaires. Quoi? Je ne sais pas. Il m'a dit, déjà, on a une piste. Monde des affaires. On ne sait pas trop, finance, banque, compta, tout ça, voilà. Mais le monde des affaires. Il m'a dit, écoute, je t'aurais dit, si tu étais sûr de ce que je voulais faire, je t'aurais dit d'aller en BTS ou en DUT parce que c'est très déjà spécialisé, etc. Mais comme tu n'es pas trop sûr, va à la fac d'éco. Comme ça, au moins, tu as... Voilà. Parce qu'après, tu commences un peu généraliste. Après, tu as le temps de réfléchir. Est-ce que tu veux faire RH, compta, etc. Donc, moi, je finis ma deuxième année bio. J'avais déjà décidé que j'allais changer. Mon frère, il m'a beaucoup accompagné là-dessus pour aller faire les changements, etc. Je valide ma deuxième année.
comme tout bon étudiant, parce que moi, mes parents, il faut que tu réussisses à l'école. Donc moi, même si je comptais changer, mais en fait, j'avais toujours ce mindset-là qu'il faut que tu réussisses, peu importe ce que tu fais. D'accord. Même si tu vas t'arrêter, réussis. Donc moi, je m'étais dit, bon, même si je vais m'arrêter et tout, je valide. Donc j'ai validé ma 2e année, et là vient le moment le plus compliqué. C'est d'expliquer à mes parents qui sont à l'autre bout du monde, qui se sont endettés, qui ont fait je ne sais quoi pour qu'on vienne en France, que je suis en 2e année. Je suis à 2 doigts de valider une licence Bac+3, mais je vais aller recommencer en première année dans une autre matière. T'imagines? Et en tant qu'étudiant étranger. Donc, c'était un moment très compliqué, mais heureusement, mes parents, bon, c'était un peu... Je le sentais dans leurs paroles que, voilà, c'était un peu débutatif, ils comprennent pas trop, machin, mais bon, je reste leur enfant, donc ils se sont dit, bon, écoute, c'est pas nous qui sommes avec toi à la fac, si ça te plaît pas, ça sert à rien, donc vas-y, c'est pas grave. Ils t'ont fait confiance aussi, Oui. j'imagine. Ça veut dire que là, c'est pas un coup de tête que tu as fait. C'était réfléchi quand même intérieurement. Donc, je pense j'ai pas appelé en 2 secondes en disant voilà. Ouais. Donc après, ils m'ont dit, bah, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y, y a pas de souci. Donc je recommence. Et en allant à la fac, petite anecdote, en allant à la fac pour faire les inscriptions, tout ça, il y a une dame du service scolarité qui me dit, mais vous savez que si vous avez validé 2 ans bio, même si ça n'a rien à voir, on peut quand même gratter un semestre ou... J'ai dit non. J'ai dit, je veux pas, c'est pas grave, je recommence, je veux avoir les bonnes bases, je veux pas aller avoir... Du coup, j'ai recommencé de la première année de fac d'éco. Fac d'éco, 2e année, etc. Et 3e année, c'est là que j'ai rencontré l'expert comptable qui nous a présenté le truc. Voilà, Valérie Lépée. Et après, qui était venue en amphi. Je suis même pas sûr qu'elle se rappellerait de moi, mais elle est venue en amphi. On était 400, je crois. Et elle nous présentait à tour de rôle, en fait. Ils passaient chacun son tour, présentaient un peu leur métier. T'as un banquier qui est venu présenter ce qu'il faisait. T'as un DAF qui est venu présenter ce qu'il faisait, etc. Donc après, bah, le choix, il était fait. Licence 3 MCF, ça s'appelait, à Marseille, management comptable et financier, et après master CCA, DSCG, que j'ai galéré à avoir, et après DEC. Du coup, si je te projette le jour où tu dois recevoir les résultats de ton DEC, est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu es? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, quand tu fais l'annonce à tes parents, à ce moment-là. Alors, en fait, l'histoire a fait que mon père était ici. Okay. Mon père était venu en France pour des traitements. Donc, il était chez moi. Et en fait, pour la petite histoire, moi, je suis un anxieux de première catégorie. Je voulais pas que les gens sachent que ce jour-là, il y avait des résultats. Donc, ma femme va me pardonner. Mais en fait, je lui avais dit... En fait, les résultats du DEC, c'est toujours un vendredi. Pour la session de mai, je parle, parce que moi, je suis passé à la session de mai 2023. Ok. Les résultats du DEC, c'est toujours un vendredi, soit le dernier du mois de juin, soit le premier du mois de juillet, entre guillemets. Donc nous, je me rappelle, c'était un vendredi 30 juin 2023. Exactement, je me rappelle. Nous, on savait déjà cette date-là. Mais moi, j'ai dit à toute ma famille, mes frères et sœurs, ma femme, que c'est le vendredi d'après. Le vendredi 4 juillet. Parce que je me suis dit, si j'échoue, j'ai le temps de digérer tout ça. De digérer. Donc, en fait, j'ai annoncé à ma femme, à tous mes frères et sœurs que c'est le vendredi 4. Et bien, en fait, c'est le vendredi 30. Mon père, il était chez moi à cette époque, parce qu'il était venu pour des traitements, comme je t'ai dit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, en fait, je m'étais dit, ce jour-là, mon père, il a ses rendez-vous médicaux, etc. Je vais me mettre en télétravail. Et puis voilà, je vis mon résultat tranquillement, seul, machin, donc il n'y a pas de souci. Et comme quoi, les choses, quand ils arrivent, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le jeudi 29, la veille, ma femme, elle a un accident de voiture. Pas très grave. Okay. Voilà, pas très grave. Elle a un petit coup de lapin, etc. Machin, donc elle est arrêtée quelques jours. Donc elle est arrêtée quelques jours. Ça veut dire que le lendemain, elle était là. Alors que moi, c'était pas prévu qu'elle soit là. Donc, non, c'était un petit accident. Le médecin lui a dit repose-toi quelques jours. Donc, du coup, le vendredi des résultats, elle était là. Et moi, de base, cette histoire, elle est trop drôle. De base, moi, on avait un jour de télétravail au cabinet où j'étais. Et moi, à la base, mon télétravail, c'était les mardis. Et là, le vendredi matin, elle me voilà, elle me dit qu'est-ce que tu fais là, toi?
Je lui ai dit non, en fait, exceptionnellement, j'ai permuté, etc. Et après, ben, les résultats, ils tombent à 10h ou 11h, un truc comme ça. Tu es là, tu actualises le truc, machin. Donc moi, j'ai fait comme si de rien n'était. J'étais vraiment devant mon ordi, je fais mon télétravail tranquillement. Enfin voilà. Donc alors que j'étais devant les résultats, j'actualise. Donc je vois mon nom, je commence à crier. Il y a mon père, je me rappellerai toujours de sa réaction. Mon père, il sort de la chambre où il était. Il pensait qu'il y avait un décès ou quelque chose. Quoi. Ouais, On ouais. m'entend crier. Tu vois. Et du coup, là, je lui ai dit que j'ai eu le deck. Et là, ben voilà, tu fous en larmes, tu penses à toutes ces années. Le DSCG Ouais. que tu le passes 3 fois, la plonge que tu as fait il y a 5 ans, pendant 5 ans à Quick. Enfin, il y a tout qui. Qui redescend. Ouais, il y a tout qui redescend, quoi. Tu te dis, enfin, tu vois, t'as ce fameux passeport, quoi. Euh, Tu vois, j'essaie juste de me replonger dans quand toi, tu étais petit. L'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure m'a fait réfléchir. Hein, ça m'a un peu perturbé en moi-même, Ouais. dans le sens où, tu vois, ils étaient là en train de discuter. Ah ouais, mais comment on va faire pour Ouais. payer les études pour l'avion? Et puis là, à ce moment-là, tu vois, c'est quand même expert Ouais. comptable. C'est pas rien comme, Non. Comme diplôme. step, Ouais, ouais. comme diplôme, tu vois. Et du coup, ils ont dû être super fiers. En tout cas, je Ouais. pense qu'à ce moment-là, tu leur as fait un beau cadeau, Ouais. tu vois. Et tu vois, paradoxalement, moi, j'étais diplômé à 30 ans. Paradoxalement, j'avais l'impression quand même d'avoir une dette. Et ce jour-là, j'avais l'impression que j'ai effacé une partie de ma dette. Attention, Oui, c'était oui. gros mot. Ah oui. Parce que nos parents ne peuvent jamais leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous. Jamais. C'est sûr. Mais en fait, nous, mes frères et sœurs, on nous a tellement inculqué la culture de réussir les études, de faire les choses bien, etc., que moi, jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à ce que j'ai le diplôme, limite, le jour où j'ai le diplôme, c'était ce jour-là où je commençais ma propre life, entre guillemets. Enfin, tu vois, je caricature. Ah, je Mais comprends. limite, j'ai dit à mon père, là, j'ai le deck, Ouais. tu vois. Maintenant, je peux faire mes propres. Enfin, tu vois, parce J'ai que. fait une partie du job. Voilà, Là, quand c'était dit, ouais. on a tellement cette pression, qui est une bonne pression, c'est pas Ouais, une je mauvaise vois. pression, mais une pression sur les études, il faut réussir, il faut, voilà. Regarde comment nous on est. Si on essaye de s'en sortir, c'est parce qu'on ne demande rien à personne. Voilà, soyez focus, réussissez vos études. Très clair. Du coup, quand tu as le deck, et c'est quoi là qui se passe dans ta tête? Tu te dis, c'est bon, je crée mon cabinet. Il y a peut-être un nouveau champ qui s'ouvre, du coup, parce que là, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, j'ai envie d'accompagner des gens, pas comment, etc. Peut être libre, entre guillemets. Ouais. À partir de quand tu commences à ouvrir ton cabinet? Alors, Nicolas, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je t'ai dit, comme je voulais toujours entreprendre, il n'était pas question. En fait, et ça, je pense que tous les gens qui ont le deck, ils vont être d'accord avec moi, plus ou moins. Le jour où tu as le deck, il y a un switch qui se passe dans ta tête. Tu vois? Il y a un truc qui se passe dans ta tête où tu as envie de plus. Tu es dans une posture où tu es plus collab, mais tu es dans une posture d'expert comptable déjà, même si tu n'es pas encore inscrit. Donc, tu as besoin de plus. Quand je dis plus, ça peut être soit tu as envie de lancer ta propre aventure, soit tu as envie de t'associer, soit tu as envie d'avoir un projet, quoi. Quelque chose que tu dis, voilà, ça me sert à quelque chose, le deck. Donc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le deck à cette époque, je bossais dans un cabinet où on m'avait dit qu'il y avait possibilité, le jour où tu as le deck, de. Voilà. Et en fait, plus je me rapprochais du diplôme, plus je me rapprochais des examens, moins c'était clair, entre guillemets. Et moi, comme tu sais, moi j'aime bien quand je sais où je vais, etc. Oui, j'avais pas encore le diplôme à l'époque, tu vois, mais j'aurais aimé que tout soit, voilà, Plus précis, voilà, plus une meilleure précis, projection voilà, peut-être. où on me dit, même si tu mets 2 ans à avoir le deck, mais le jour où tu as le deck, voilà ce qui va se passer, ou potentiellement on pourrait faire ça. Mais là, c'était pas très clair. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Rabat, qu'est-ce qui t'a toujours motivé depuis le début? C'était, il faut que tu sois à ton compte, faut que tu accompagnes des entrepreneurs, faut que tu sois libre de ton temps. Et quand je dis libre de mon temps, attention, je pèse mes mots, je dis pas qu'on travaille moins. Je fais beaucoup plus d'heures que quand j'étais en CDI. Là, je vous rassure. Par contre, le petit mercredi après-midi avec les enfants au foot, ça n'a pas de prix. Le petit, là, t'as besoin, en plus moi, comme tu sais, mes parents, ils sont pas ici. Ouais, Moi, ouais. j'ai besoin de me dire, si un jour il y a quelque chose, je peux prendre un billet, je vais aux Comores, j'ai pas. Ouais. Faut que je pose, faut que je machin, un truc, enfin, voilà. Donc, tout ça a fait que j'ai fait le choix de me lancer. Mais, donc, ça, c'est un petit message pour les cabinets. Les jeunes qui passent le deck, ils ont besoin d'avoir une vision. Ils ont besoin d'avoir un projet. Tu peux pas avoir quelqu'un qui passe le deck
dans ton cabinet, déjà, c'est compliqué parce que moi, j'étais mémorialiste, on t'aide pas trop pour le diplôme, etc. Tu te démerdes un peu de ton côté, mais tu peux pas non plus ne pas avoir de projet. Parce que là, je mets ma casquette de collab que j'étais il y a 3 4 ans. Tu es là, tu vas passer le diplôme. Euh, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin qu'on te dise quelque chose. Tu as besoin qu'on te dise, OK, il y a une place pour une association. Ou OK, il n'y en a pas. Mais Ouais, au ouais, moins, que ce soit clair. c'est Quoi. clair, tu vois. Ou bah, si tu es diplômé, potentiellement, on va ouvrir une autre. Enfin, voilà, mais donner quelque chose. Parce que du coup, il n'y a pas plus grande frustration que ne pas savoir. Ça, c'était la première chose. Ça, c'était le côté message un peu pour les confrères. Voilà. Et de l'autre côté, message pour les mémorialistes, les gars et les filles, soyez bons. Soyez bons, ça revient toujours. C'est-à-dire, si tu te sens pas bien et que tu as envie de quitter, quitte, mais quitte proprement. Parce que tôt ou tard, ça revient. Le monde, il est petit. Les 20 000 experts comptables, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Ouais, Donc c'est moi, un micro. voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mes responsabilités. Je passe le deck en mai. Je me dis, sauf catastrophe, parce que j'ai tout passé d'un coup. Et j'étais un peu confiant. Donc je me suis dit, sauf catastrophe, je ne l'ai pas. Mais normalement, je devrais l'avoir. Parce que normalement, tu le sens. Sauf surprise, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de surprises à la fin. Mais voilà. Mais normalement, tu le sens. Donc moi, je sentais que ça devrait passer. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je savais que j'allais pas rester, je suis parti proprement prévenir mon employeur en lui disant, je vais partir avec ou sans le deck. Ne compte pas sur moi sur la prochaine période fiscale. Donc, voilà, on essaye de. Voilà. Et lui, il m'a dit, bah écoute, merci de m'avoir informé, machin. En plus, moi, j'avais pas de statut cadre à l'époque, donc j'avais juste un mois, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était pas 6 mois, 3 mois, truc. Donc, j'aurais pu attendre la dernière seconde, j'ai le deck et partir un mois. Mais j'ai vu, tu vois, tu sais comment ça se passe. Donc, t'as pas envie de mettre un peu les gens Ouais, bien sûr. dans la difficulté, tu vois. Donc, moi, il m'a dit, OK, pas de souci, mais tu vois, j'avais un poste de chef de mission, etc. J'avais un portefeuille. Donc, il m'a dit, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais négocier une rupture conventionnelle. Euh, Parce que moi, je lui aurais dit, avec ou sans le deck, je partirais. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je te ferai la rupture conventionnelle, mais s'il te plaît, comme tu sais que c'est galère de trouver des profils comme le tien, DSC, j'ai 3 4 ans d'expérience, c'est les profils les plus recherchés. Ouais, donc, il m'a dit, faudrait que tu restes jusqu'en fin septembre. Là, je te parle de ça, on est en mai-juin. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, les résultats sont tombés le 30 juin, j'ai été diplômé, je suis resté 3 mois, et le 30 septembre, mon contrat se termine, et je me lance dans les procédures de créer le structure. Alors, pourquoi je me suis lancé? Déjà, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde se lance, loin de là. Voyez les opportunités. Moi, j'ai des amis, ils étaient super proches, ils ont créé un cabinet à 2. J'ai des amis, ils ont eu une superbe opportunité dans leur cabinet, ils se sont associés. Enfin, tu vois, il n'y a pas de meilleure décision, il y a une décision qui te correspond. Moi, à l'époque, quand je venais d'être diplômé, je n'avais pas de potes très très proches avec qui je vais créer le cabinet. Je n'avais pas une opportunité d'association. Voilà, donc bah, écoute, 30 septembre, c'est fini, j'ai lancé les procédures. Après, chose aussi importante, ben, on est une profession réglementée, il faut s'inscrire à l'ordre, ça prend plus ou moins de temps. Donc, j'ai reçu le CABIS en fin d'année 2023 et j'ai lancé le cabinet réellement janvier-février 2024. Et du coup, quand tu lances le cabinet, c'est quoi la thèse du départ? Parce que tout ça, mais en fait, là, tu repars à zéro, quoi. Et il faut tout construire. Ouais, tout. Et je pense qu'il y a aussi peut-être, je sais pas, hein, mais on te fait confiance, tu as un travail, tu trouves du job quand tu veux. Ouais. Et puis là, tu arrives, tu crées ton cabinet en mode tout seul. Et là, il faut aller chercher des clients. Et là, il faut encore convaincre et convaincre et convaincre et convaincre. Du coup, c'est quoi un peu la manière dans laquelle tu as construit ton cabinet jusqu'à maintenant? Et quelles ont été les grandes étapes? Et puis les switches aussi, peut-être les choses que tu as bien faites et les erreurs que tu as aussi commises pour voir un peu le chemin de ces 24 derniers mois. Alors, quasiment. moi, quand j'ai lancé le cabinet, feuille blanche, j'avais pas de stratégie bien définie, mais il y avait des choses que je ne voulais plus parce que je venais de sortir de cabinet. Première chose, j'avais dit tous les clients, je ne veux pas de papier, 100% dématérialisé. Là, au cabinet, il y a 0 classeur, 0 papier, voilà. Rien. C'est pas, on est en cours de, voilà, il n'y a pas.
Donc ça, c'était important. Pour 2 raisons. Parce que j'estime que le job se fait mieux sans ça et qu'on a les outils pour. Deuxième raison, une raison personnelle, c'était que moi, je voulais organiser le cabinet dès le départ, de telle sorte à ce que, là on revient encore à mes conditions personnelles, à ce que je sois chez Nicolas Piatkowski à Nice, que je sois aux Comores chez mes parents, que je sois en vacances à je ne sais où, connexion Internet, je peux travailler. Voilà. Donc, premier point non négociable, c'était faut qu'on soit en full des maths. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, ne fais pas des choses que tu ne sais pas faire. Quand je dis ça, c'est-à-dire que moi, dans mes expériences, il y a certains domaines que je ne sais pas faire. Il y a certaines activités, certains secteurs d'activité que je ne connais pas. Donc moi, par exemple, tu me mets face à j'ai pas honte de le dire, bac plus 8, tout ce qu'on veut, expert comptable, tu me mets face à un dossier d'association, tu me mets face à un dossier agricole, tu vois. Donc moi, j'ai commencé par me dire, ne fais pas quelque chose que tu ne sais pas. Mieux vaut, en fait, tu as tout à y gagner à approfondir ce que tu sais déjà que d'aller repartir de zéro sur quelque chose que tu ne sais pas. C'est-à-dire que quand même, tu avais une thèse. Déjà, si je reprends les deux, je ferai 0 papier. Ceci est non négociable. Donc, en fait, je ne rentrerai pas. Et j'ai perdu des opportunités par rapport à ça. Justement, c'est ce que j'allais justement venir. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu vas accepter de dire, bah, toi, qui ne fonctionne pas comme ça, je ne te prends pas. Donc, tu filtres, en fait, déjà. Oui. Et aussi, au niveau du secteur. C'est pas, t'es en mode, bah, comme je pars de zéro, je dois rentrer plein de clients. Non, il y a quand même des secteurs où tu te dis, je vais quand même pas le rentrer. Tu vois, le choix de la spécialisation, on va en venir. Le choix de la spécialisation, je ne l'ai pas fait dès le départ. Parce que justement, quand tu viens de te lancer, il faut bien manger. Mais par contre, le faut bien manger, il est à nuancer. C'est-à-dire, le faut bien manger, c'est dans des activités que j'ai déjà vues en cabinet. Ouais, d'accord. Que je ne vais pas passer du temps à comprendre ce que c'est qu'un fonds dédié dans une association. Je te le sors comme ça parce que j'ai bossé dans un cabinet où il y avait des assos. Donc, je connais à peu près, mais j'en ai pas fait pour que je prenne la responsabilité d'expert comptable sur un dossier comme ça. Donc, j'ai dit, ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Donc, il y a des activités que j'ai mis de côté parce que je ne sais pas faire. Okay. Après, il y a des activités aussi que tu mets de côté parce que tu n'as pas envie de faire. Ouais. Donc, ce travail-là, je l'ai fait. Je l'ai marqué noir sur blanc. Ok. Ensuite, le dernier point, c'était que comment... Donc ça, c'était un peu le fonctionnement. C'était 100% dématérialisé et pas d'activité que tu ne sais pas. Le troisième point qui est entré en jeu dans la construction du cabinet, c'est OK, maintenant que tu as dit ça, comment tu fais rentrer des clients? Comment tu fais rentrer des clients? Donc moi, je suis nul, mais je suis nul en prospection. Là, d'ailleurs, il faut que je me fasse coacher ou je ne sais pas quoi pour aller réussir à prospecter, etc. C'est pas mon truc. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Même moi, j'aimerais le développer, ce truc. Mais je me suis dit, comment je vais faire pour que les clients viennent à moi? Comment je vais faire pour que les clients viennent à moi et non l'inverse? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une combinaison un peu de mon travail de tous les jours et de ma passion. Moi, ma première passion dans la vie, tu vas dans mon bureau, tu as un studio comme le tien. Ma première passion dans la vie, c'est photo vidéo. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'étais en stage deck, les 2 premières années de stage deck, j'étais photographe de mariage. Ok, d'accord. Voilà. J'avais créé une micro-entreprise, je faisais des mariages. Donc, bien sûr, tu préviens ton employeur. Dans la mesure où tu ne le concurrences pas, tu as le droit. Donc, j'avais mon CDI et un week-end sur 2, je faisais des mariages. Et l'autre week-end, je restais avec ma femme, etc. Donc, je me suis dit, comment je fais pour faire venir des clients à moi? Et donc, là, s'est posé la question pour faire venir des clients à toi, il faut que tu te fasses connaître. Parce que, comme on dit, le savoir-faire, il n'est rien sans le faire savoir. T'as beau être le meilleur cuistot du monde, mais si personne ne te connaît, voilà. Donc je me suis dit, comment je vais faire pour me faire connaître, entre guillemets. Donc je me suis dit, et si je combinais ma passion, qui est la photo vidéo, avec mon métier? Donc, sans prétention, je pense qu'à l'époque, il y a 2-3 ans, j'ai quelques noms en tête, tu vois. Je pense à un Jonathan Kalfa, je pense à un Mohamed, à plein de potes avec qui on s'est lancé quasiment en même temps.
Ben, en fait, on a été quasiment les premiers à faire un peu de la communication sur les réseaux, faire des vidéos, des posts, etc., etc. Donc, moi, mon premier canal d'acquisition, c'était ça au début. Donc, je faisais des vidéos, j'expliquais c'est quoi la TVA, l'optimisation, l'IS, le truc, le machin. Donc, j'ai eu quelques clients qui sont rentrés. Et après, ce qui est important, c'est qu'un client qui rentre, c'est un réseau qui rentre. Un client peut t'amener 0 client, mais un autre client peut t'en amener 10. Donc, après, petit à petit, ça a fait effet un peu boule de neige, etc. Donc, ça commençait à rentrer tout seul de ce côté. Et après, il fallait aussi... Moi, je suis un homme de terrain, tu vois, tu me connais, on discute, etc. J'aime bien apprendre sur les gens, j'aime bien connaître les gens, etc. Donc, en parallèle, je me suis aussi inscrit dans les réseaux d'entreprises de ma ville. Donc, c'est des réseaux où vous faites des déjeuners ou des after-work ou des événements sur des thématiques ou pas, etc. Donc, tu vas, tu rencontres des gens. Ah oui, je cherche un expert comptable. OK, on échange, etc., etc. Donc, ça m'a permis d'un côté de développer, et ça, c'est très important, je pense, pour ceux qui se lancent, pensez double. Pensez à vous faire connaître sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est un bon levier, et pensez aussi à vous faire connaître sur les réseaux physiques de chez vous. Parce que le voisin qui vend des baguettes, demain, tu le croises à un endroit. S'il aime bien comment t'es, s'il aime bien ta personnalité, même si ce n'est pas lui qui vient vers toi, mais il va te recommander. Voilà. Donc, j'ai fait un mix un peu des deux, et du local et du réseau social, ce qui a fait que le portefeuille, ça a commencé un peu à grandir. Et si on vient aux erreurs que j'ai faites, c'était que j'aurais dû, je pense, recruter plus tôt. Voilà. Alors, pourquoi tu arrives là à l'instant T avec justement cette conclusion? Qu'est-ce qui a fait que tu dis purée, j'aurais dû le faire plus tôt? C'est quoi que tu as vécu comme histoire qui a fait que parce qu'en fait, les 6 premiers mois, j'étais full développement. Je publiais je publiais des vidéos sur les réseaux, j'allais dans des événements, etc. Donc, j'avais des leads qui rentraient. Précision, lead, ça ne veut pas dire que tu as signé, mais tu avais quand même des leads qui rentraient, des demandes entrantes. Et entre-temps, il fallait que j'assume ma production. Parce que c'est bien beau, il n'y a qu'à Faucon, tu as fait rentrer les dossiers, il faut bien faire la production. Donc moi, je me suis retrouvé et à produire et à gérer le flux entrant. Donc avec du recul, j'aurais dû recruter plus tôt parce que ça m'aurait permis, tu vois, d'assumer la production et moi, de mon côté, que ça me libère un peu de temps. Bien sûr, on a un rôle d'expert comptable, j'insiste, tu es censé toujours superviser, voilà, etc. Mais dans le même temps, faire rentrer les dossiers. À ce moment-là, j'ai pensé marge. Après, je n'avais pas les sous, honnêtement, je viens de me lancer, j'avais l'ARE, etc. C'était compliqué. À ce moment-là, j'ai pensé marge plutôt que penser développement parce que je sais que, vu le flux que j'avais à cette époque, je serais allé beaucoup plus vite si j'avais quelqu'un dans la prod pour que moi, j'aille encore plus sur le développement. Ok, je vois. Comme tu me le précises ou tu me l'as précisé, tu as un côté où tu sais où est-ce que tu veux aller, tu as un côté un peu structuré. Est-ce que quand les premiers clients sont rentrés, est-ce que c'est le chaos ou est-ce que tout est bien processé justement pour assurer la production comme il se doit? Comment tu as géré ça aussi? Parce qu'au début, tu fais un peu de tout. Et ouais. Justement, c'est que quand tu es quelqu'un comme moi qui est très structuré, tu peux pas faire à la one again. J'arrive pas. Donc, à un moment donné, je passais beaucoup de temps dans la prod. C'est pour ça que j'assumais un peu moins le développement. Moi, je suis un fou de la structuration. C'est un truc qui me... En fait, quelque chose qui n'est pas au bon endroit, ça me stresse. C'est un truc bête, tu vois, mais je suis très... je te parle de ça hier. J'étais avec ma collaboratrice et on faisait la révision d'un dossier. Donc, la révision, elle était très propre. Le dossier, il était nickel. Enfin, dans le fond. Mais moi, la forme, elle m'embêtait. Tu vois, je disais, là, tu m'as fait une feuille de travail. Je suis d'accord avec ton calcul. Là. Je suis complètement d'accord. Mais par contre, demain, si moi ou si une autre personne veut utiliser ta feuille pour comprendre ce que tu as fait, il n'y a que toi qui comprends. Donc, elle, je sais que ça lui paraissait un peu, oui, mais là, le calcul, il est bon. Oui, mais... il faut que, tu vois, il faut que je me dise que, en fait, là, aujourd'hui, je suis pas là ou t'es pas là ou un truc, voilà. Donc, tu vois, nous, par exemple, moi, j'insiste auprès de mes collaboratrices pour leur dire,
dès que tu fais un truc, euh, tu l'enregistres. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Soit tu fais une petite vidéo pour expliquer où est-ce que tu as cliqué, tu le mets. Tu as l'impression que personne ne va s'en servir. Mais le jour où la personne a besoin, elle va venir te déranger pour que tu lui réexpliques, etc. Donc moi, je suis un fou des process. Dès que ça va pas bien, ça me stresse. Donc moi, tu rentres des clients. Je peux pas traiter comme ça. Il faut que ça soit propre. Donc je passais beaucoup plus de temps dans la prod que dans le développement commercial. Ok, je vois. Donc ça veut dire que là, le fait d'avoir embauché aussi, ça te permet à des gens de faire une prod, mais aussi toi de te dégager du temps peut-être pour créer justement des process et des structures qui fait que tu arrives à grossir, mais tout en maîtrisant la qualité globale du cabinet. Il y a ce que tu livres à ton client, mais il y a aussi la qualité Exactement. de l'expert. Moi, je suis sûr que, je le dis comme ça, c'est une supposition, mais je suis sûr que les collabs, là, en ce moment, ils doivent dire, mais on n'est que 3 pour le moment. Mais moi, je me dis non. En fait, mieux vaut préparer maintenant, parce que demain, quand on sera 10, ça sera déjà là. Le process du comment faire ça, c'est écrit, tu le mets dans le tableau, dans notre outil, etc. C'est écrit. Ok, peut-être qu'on n'en a pas besoin maintenant, mais demain, ça se développe, etc. Tu vas pas refaire le truc que tu as déjà fait, quoi. Ah bah moi, je suis là-dessus. Je suis d'accord. Tu prêches un convaincu. Parce que je me dis que faut tuer le job à chaque fois. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que si demain, toi, t'es pas là, bah, tout le monde s'en fout, en fait. En gros, le travail peut être fait. Et inversement, il n'y a rien qui dépend de quelqu'un. Ouais. Il faut que le cerveau il soit partagé de manière collective. Donc pour moi, je trouve ça très bien parce que quand t'es 3, ou quand t'es 4, ou quand t'es 5, ou quand t'es 10, c'est pas la même partie que tu joues. Donc si c'est répéter 10 fois la même chose à chaque fois, c'est relou, quoi. Non. Et donc ça crée pas de. Après, ça crée beaucoup d'inertie. Donc moi, je trouve que c'est hyper vertueux de penser comme ça. Ok, très clair. Alors, tu avais un portefeuille diversifié au début. Donc il y a ces 2 canaux d'acquisition client qui arrivent. Et puis après, tu décides plutôt de te spécialiser dans la pharma. Pour quelle raison choisir cette niche marché? Comment cette opportunité, elle s'est présentée à toi? Alors, moi, je suis devenu expert comptable. Non pas parce que je suis un amoureux des chiffres, de la compta, etc. Je suis devenu expert comptable parce que, rappelle-toi ce que je t'ai dit au début, on accompagne des entrepreneurs. On est des entrepreneurs, on accompagne des entrepreneurs. Moi, c'est ça mon mantra. On est des entrepreneurs. Je répète encore une fois, on est des entrepreneurs. On n'est pas juste des experts comptables. On est des entrepreneurs et on accompagne des entrepreneurs. Donc, premier point, on est des entrepreneurs. Donc, il faut penser entreprise. Il faut penser stratégie. Il faut penser comment je développe mon business. On accompagne des entrepreneurs. C'est le deuxième point de ma phrase. On accompagne des entrepreneurs. On n'est pas là juste pour faire de la compta. On accompagne des entrepreneurs. Voilà. On est des entrepreneurs et on accompagne des entrepreneurs. Je pense que je l'ai répété assez. C'est bon. Mais voilà, tu comprends un peu l'idée. Voilà. Donc, sur le côté, on est des entrepreneurs. À un moment donné, moi, j'avais tout tracé. Peut-être qu'il y a des choses qui se feront un peu, voilà, droite à gauche, mais quand tu as une ligne droite qui est déjà tracée, tu peux dévier un peu, mais tu reviens globalement dans la, voilà. Aujourd'hui, les nouvelles voitures, quand tu mords un peu la ligne, ils te remettent droit. Donc moi, je me suis toujours dit, je suis un entrepreneur, j'accompagne des entrepreneurs. Donc un entrepreneur, je suis un entrepreneur de comptabilité, je fais de l'expertise comptable, je suis expert comptable. Mais avant tout, je suis un entrepreneur. Donc pour développer mon business, il faut une stratégie. Moi, au début, quand tu viens de débuter, il faut manger, il faut vivre. Donc, tu prends ce qui vient. Attention, on prend ce qui vient intelligemment. On ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire, s'il vous plaît. Oui, en fait, ça reprend aussi la trame du début. Oui. Après, il faut apprendre à se connaître aussi. Oui. Pour être capable de savoir ce que tu vas faire et ce que tu dois faire, ou en tout cas ce que tu n'aimerais pas faire. Donc, c'est bien, je trouve, de mesurer ton propos avec le fait que tu dois faire parce que tu dois développer l'activité. Oui. J'en ai reçu plein des experts comptables comme toi qui sont venus ici et qui au début nous disent bah écoute mon gars, moi j'ai pris ce qui est venu. Tu dois y aller, tu vois. Ça. Mais par contre, à un moment donné, tu fais du ménage. Mais voilà. Je trouve quand même que c'est aussi assez intelligent de se dire il y a quand même quelques éléments sur lesquels je vais pas tergiverser. C'est ça. Tu vois. C'était le papier, pas de papier et pas d'activité que je ne connais pas du tout. Ouais. D'ailleurs, moi, si demain je devais créer mon cabinet, il y a 3 choses que je referais exactement comme toi. C'est je choisis absolument mes clients dans la mesure du possible et aussi je structure pour penser grand. Parce que quand t'es tout seul ou quand t'es 3, bah, tu t'en fous. Mais il faut être artisan dans l'entrepreneuriat et donc si tu bâtis brique par brique,
À la fin, tu auras une belle maison, mais si tu casses les fondations, c'est à C'est l'arrache. mort. Tu vas te manger la croissance, tu vas te faire défoncer. Obligé. Donc après, voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je commence à réfléchir comme une entreprise. J'ai dit, bon, au début, il faut bien vivre, etc. Je prends les activités que j'ai déjà traitées en cabinet pour ne pas aller réapprendre à zéro, parce que déjà, j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je fasse de la prod et il faut que je fasse de la croissance. Je peux pas aller me permettre encore, je peux pas dégager du temps pour aller apprendre des domaines que je maîtrise pas. Donc, j'ai d'abord pris tout ce qui venait dans la mesure que je connais, et après, à un moment donné, pour des raisons de croissance, de stratégie, de communication, de focus, il fallait que je choisisse où est-ce que je mets mon énergie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je me suis remis en question beaucoup. Je me suis beaucoup remis en question parce que toi, tu communiques sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pareil. Eh ben, je pense pas que tu vas me contredire, mais en fait, les gens, ils voient que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Mais ils savent pas que derrière, là, ça se trouve, une fois qu'on a coupé la caméra, tu as des problèmes perso, tu as des trucs, tu as des machins. T'en as beaucoup, ouais. Voilà. En fait. Donc, en fait, et en fait, moi, je me suis beaucoup remis en question, tu vois, genre, quand je rencontrais des confrères, des personnes, etc., ils avaient, vu que je communique sur les réseaux, ils avaient l'impression que ma vie, elle est belle. Donc, tu vois, en fait, je me suis beaucoup remis en question et je me suis dit, il faut que je me fasse aider. Il faut que je me fasse aider dans le sens où, parce que nous, les experts comptables, j'ai pas envie de généraliser, mais nous, les experts comptables, vu qu'on fait un bac+8, Ah, et que il y en a qui se la racontent, c'est c'est pas ça, possible. c'est ça. Ça manque d'humilité, en Ouais. fait. En C'est fait, très en intéressant fait, ce que tu dis. moi, le problème, c'est que nous, les experts comptables, parfois, j'ai pas envie de généraliser, sinon la profession va me tomber dessus, mais parfois, on pense que vu qu'on est expert comptable, on sait tout sur tout, on fait tout sur tout, etc. Mais moi, je suis arrivé à un stade où je me posais des questions. Comment je vais faire pour développer mon cabinet? Ça venait, attention, ça venait, mais c'était pas structuré. Tu vois. Et comme moi, j'aime bien quand tout est... Voilà. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, attends, mais nous, on est les premiers à dire à nos clients, il faut avoir un avocat pour tel point, va avoir un CGP pour tel point, va avoir un assureur pour tel point. Donc, en fait, on accompagne nos clients. On prend soin d'eux. La première personne à laquelle l'entrepreneur pense, c'est un expert comptable quand il a un souci. Et je me suis dit, mais du coup, on accompagne des entrepreneurs, mais qui c'est qui nous accompagne? Qui c'est qui nous forme? Qui c'est qui nous écoute? Donc, je me suis dit, j'ai besoin, en plus, je suis seul associé, entre guillemets, tu vois, j'ai créé le cabinet de zéro. C'est compliqué, tu parles à personne. C'est même pas le fait de. En fait, c'est tu vois, le fait d'échanger. Moi, je vais te balancer une idée. Tu peux me dire, Rabat, c'est une bonne idée ou c'est vraiment de la merde ton idée, tu vois, entre guillemets, tu vois. Mais quand t'es seul, t'as personne en qui confronter tous ces trucs. Donc après, je suis tombé, à cette période-là, je suis tombé sur mes amis que j'embrasse fort. Je pense à Jonathan Kalfa et Kevin Sagné. Qu'on les salue. Qu'on connaît super bien, c'est des amis. Donc, qui ont lancé leur bootcamp SK. Donc, moi, à l'époque, je suis allé. Non pas parce que, oui, je me suis dit, je vais absolument machin, mais je suis allé beaucoup plus sur le fait d'échanger. Tu vois, de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes, de trucs, de machin. Donc, je rentre dedans et l'accompagnement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça te remet un peu à ta place en te disant, écoute, oui, tu es expert comptable, mais tu as une entreprise à développer. Tu vois, tu peux pas aller partout, etc. Donc, sans leur faire de pub sur cet accompagnement, en fait, tu apprends à te dire, attends, il faut que tu sois focus sur une niche. Il faut que tu apprennes à être un entrepreneur du chiffre. Il faut que tu apprennes à développer un canal d'acquisition, enfin, plein de trucs. Donc, j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris sur ce truc. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, et si on allait plus loin? Et si, au lieu de dire, j'ai une liste d'activités, parmi cette liste d'activités, il y en a que je ne maîtrise pas du tout, donc je les mets de côté. Il y en a que je connais plus ou moins, parce que j'ai déjà traité, je les traite. Mais si on allait plus loin en se disant, je me spécialise sur une niche pour être tellement bon que je deviens pas indéboulonnable, mais en fait, voilà, on pense à toi. Donc, je me suis convaincu sur ça. Et après, pourquoi la pharma?
sont des rencontres. En fait, moi, j'ai eu des pharmacies à traiter dans mes précédentes expériences, mais je n'avais pas vu tout le pan du début à la fin. On va rentrer dedans, mais en gros, moi, j'ai eu des pharmacies qui étaient déjà là dans le portefeuille que je traitais au quotidien dans mes précédentes expériences. Mais là, histoire personnelle, la petite sœur de ma femme, elle est pharmacienne. Ma belle-sœur. La petite sœur de ma femme, elle est pharmacienne. Et du coup, à l'époque, elle m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, que tu maîtrises. Je lui ai dit, ouais, je fais la compta des pharmaciens, etc. Mais j'ai jamais fait l'accompagnement, l'installation, le truc, le match. Enfin, jamais. Si tu le fais, mais voilà, t'as pas été vraiment au cœur du truc, quoi. Donc, il m'a dit, écoute, tu te débrouilles, mais je veux que ce soit toi qui t'occupe de moi du début à la fin. Eh ben, tu te formes, tu apprends. Même s'il y a certaines choses que tu connaissais déjà, tu vois, mais là, tu es sur le terrain, quoi. Tu vois, je me rappelle du podcast que tu as fait avec l'imam qui a dit, ouais, tu vas faire l'inventaire, là, on te dit je sais pas quoi parce que interco. Mais toi, tu peux pas tu peux pas dire tu sais pas ce que c'est toi le sachant. Donc, en fait, je me suis dit, ok, j'ai traité les dossiers de pharmacie. Ok, j'ai fait des bilans, techniquement c'est bon, mais j'avais pas encore accompagné vraiment du début à la fin une installation. Et du coup, je l'ai fait avec ma belle-sœur et je me suis bien sûr formé avant. L'ordre met en place pas mal de trucs sur les pharmacies, l'ordre des experts comptables, je parle. Et après, tu te formes, quoi. Tu apprends, tu te formes. Donc, je suis allé dedans et j'ai tellement aimé parce qu'en fait, ce sont des projets de vie, en fait. Ce sont des projets de vie. Tu as des gens qui vont acheter une pharmacie. Ils s'endettent sur je ne sais combien de temps, ils investissent. Tu as besoin de les rassurer, tu as besoin de leur dire quand c'est bon, quand c'est pas bon. Enfin, tu vois, tu les accompagnes vraiment dans leur projet de vie. Aujourd'hui, un pharmacien d'officine, son projet de vie, c'est ça. Parce qu'il faut savoir, avant d'aller dans le détail, qu'il y a un numerus clausus dans les pharmas. Tu peux pas créer une pharmacie. Ça n'existe pas. Tu peux pas dire, moi, je suis Nicolas, je crée en pharmacie. Non, il y a un numerus clausus. Ça dépend des habitants. C'est comme le notariat. Ah oui, du nombre d'habitants, du truc. Ça existe, mais 1% des cas, quoi. En fait, toi, tu rachètes une licence. Tu es obligé de racheter une pharmacie avant de s'installer. Tu peux pas dire, moi, aujourd'hui, en fait, non. Tu es pharmacien. Si tu as envie de créer, entre guillemets, même si ça se fait pas du tout, rarement, en tout cas, ben, en fait, tu vas aller à la mairie, ils vont te dire, écoute, comment elle s'appelle ta ville? Biot. Enfin, là où on est, Biot. Écoute, dans Biot, il y a je ne sais combien d'habitants. Ben, pour ce nombre d'habitants-là, il faut tant de pharmacies. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu peux... Ah oui, d'accord, ok. C'est pas moi, j'ai le deck, je m'installe depuis ma chambre, quoi. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ça n'existait pas. Donc, 99%, allez, on va dire 95%, parce qu'il y a quand même des zones sous-dotées, etc. Donc, ils peuvent créer, tu peux développer des pharmacies qui n'existent pas alors qu'il y en aurait besoin, par exemple. Alors, dans des zones sous-dotées, tu as l'ARS, l'Agence régionale de santé. Sous-doté, ça veut dire là où il n'y a pas assez. Pas assez, comme les médecins, pas assez de médecins, pas assez de machin. Tu peux aller discuter, tu peux aller trouver avec l'ARS ou la mairie, enfin voilà, tous ces trucs-là pour créer de zéro une pharmacie. Mais honnêtement, de toi à moi, ça se fait très rarement. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de pharmacies diminue avec les années. Parce que les pharmaciens, c'est un peu ce qui se passe chez les pharmaciens maintenant, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans la comptabilité. Il y a des groupements, voilà, des groupements. La petite officine, attention, petite officine, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc la petite officine, seule, elle s'en sort pas, etc. Donc on a de plus en plus d'officines qui ferment et des officines qui deviennent de plus en plus grosses. Ah oui, je vois ça là. Ok, d'accord. Donc, en fait, et là, ils vivent quasiment la même chose qu'on vit. En fait, il y a des investisseurs qui rentrent dans le monde pharmaceutique. Est-ce que c'est pour ça que... Ah oui, d'accord. Alors là, tu vois, comme je connais pas du tout le secteur, pour moi, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que... Donc, les petites pharmacies là, qui vendent que des médicaments. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grosses pharmacies qui arrivent, mais en fait, ils font de la pharma et du parapharmacie. En fait, c'est simple. En fait, globalement... c'est quoi le marché? C'est quoi leur problème? Je vais te faire très simple pour te schématiser le truc. Et comme je t'ai dit, il y a beaucoup de parallèles avec notre métier. Ça te parlera beaucoup plus. Aujourd'hui, les pharmacies, c'est à peu près 20 000 pharmacies. Voilà. Ça va en baisse, etc. Donc, tu as 3 tailles de pharmacie, entre guillemets. Tu as les petites officines, entre guillemets. C'est de 0 à 1,2 million de chiffre d'affaires.
Tu as les moyennes, c'est 1,2 million jusqu'à 3 millions à peu près. Et au-delà de 3 millions, on considère que c'est une pharmacie bien établie, etc. Ok. Ça, c'est le marché. Après, dans le marché, tu as le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est tu as 2 types de profils de pharmaciens. Globalement, je généralise. Mais en gros, globalement, pour te faire simple, tu as 2 types de pharmaciens. Tu as le pharmacien qui est très, 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 très professionnel de santé dans l'âme. Et tu as le pharmacien un peu businessman, entre guillemets. Ok, je vois. Voilà. Et le paradoxe des pharmaciens, c'est qu'en fait, c'est une profession de santé, mais ce n'est pas une profession de santé comme les autres. Je m'explique. Le médecin, l'infirmier, eux, ils soignent, mais ça s'arrête là. Alors que les pharmaciens, ils vendent. Donc, en plus d'être professionnels de santé, ils sont inscrits au RCS, c'est des commerçants. Tu as une pharmacie, tu vends des médicaments. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as cette dualité-là. Et dans le monde pharmaceutique, Nicolas, comme nous, dans la profession, tu as les experts comptables, très, très experts comptables en mode, même écrire un post LinkedIn, ça devrait être interdit. Je caricature. Ouais, Et après, tu as les experts comptables un peu business, un peu machin. Ben, les pharmacies, c'est à peu près la même chose. Ok. Donc, en fait, t'en as qui sont très, très professionnels de santé pure et dure. T'en as qui sont très business, etc. Voilà. Donc, t'as un peu ces 2 mondes, pas qui s'affrontent, mais voilà, qui se lâchent un peu des petits pics, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une pharmacie qui vend que des médicaments, comme tu peux avoir une pharmacie qui fait 60-70% de chiffre d'affaires sur de la parapharmacie. Ouais, Aujourd'hui, tu peux voir des grosses pharmacies où tu as un coin, on dirait que tu es dans un centre commercial, quoi. ouais, de ouf. Et ça, t'en as, t'en as qui n'aiment pas du tout parce qu'ils disent que C'est pas de la santé, c'est pas de la du profession de soin. santé. Et après, t'en as d'autres qui disent, Vas-y. faut bien qu'on vive, quoi. Voilà. je Donc, t'as un peu ce monde-là voilà, ces 2 mondes-là qui s'affrontent. Après, le gros problème qu'il y a eu, pour faire simple, là récemment, c'est qu'en fait, les pharmacies, les médicaments, en fait, sont remboursés par la sécurité sociale. Toi, tu vas acheter un médicament. En gros, tu as le pharmacien qui achète ses médocs, qui va te le vendre. Mais toi, c'est pas toi qui payes. Où tu payes, Oui, c'est la Sécu qui prend en charge. bien sûr. Donc, leur plus gros client, c'est la Sécu. Mais pour vivre, je vais pas t'acheter une boîte de médicaments. Je vais pas acheter une boîte de médicaments 10 € et te le vendre à 10 €. Sinon, comment je gagne ma bien vie? sûr. Donc, en fait, tu as des marges. Mais le problème, c'est que les marges sur les médicaments, elles sont normées. C'est l'État qui décide de la marge. Que sur tel Doliprane que tu as acheté chez le grossiste répartiteur 10 €, si tu la vends, je caricature, si tu la vends, tu fais une marge qui est définie, entre guillemets. Tu vois. Et là, le problème qu'il y a eu là récemment, ces derniers mois, il y avait eu des grèves de pharmacie, etc. Mais du coup, ça veut dire que les pharmaciens, quand ils achètent, est-ce qu'ils achètent tous au même prix le médicament? Justement, d'où l'intérêt de se grouper. C'est pour ça que tu as des pharmaciens qui cotisent pour être dans un groupement, pour négocier mieux leurs tarifs. Mais donc, ça veut dire remise. Ah, ok. Donc, ça veut dire que quand la Sécu, elle rembourse 3 €, ou en tout cas, elle te dit là, est-ce qu'elle te dit la marge, c'est un pourcentage du prix d'achat Non. Est-ce que c'est un montant? La Sécu, ils ont leur prix. Ok. On te rembourse un pourcentage de ça. Point. Toi, après, c'est à toi d'aller acheter, c'est à toi d'aller négocier avec les grossistes pour essayer d'acheter moins cher, entre guillemets. Okay. En fait, toi, le truc, ton chiffre d'affaires, il est capé. Par contre, ton coût d'achat, c'est un amont. Tu peux dessus. Voilà. Okay, c'est à toi d'aller travailler tes remises avec les groupements, tes négociations, etc. Mais la Sécu, eux, ils te disent, si tu vends ça, moi, je te paye ça. La marge que tu fais, c'est ça. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, ça veut dire que quand même, demain, eux sont à la merci aussi en fait, clairement. C'est-à-dire qu'il y a un changement de là, ils sont en train de péter un câble. Clairement, c'est ce qui s'est passé il y a 6 mois. Okay, c'est ce qui s'est passé il y a 6 mois, qu'il y a eu des grèves de pharmaciens, etc. Ah, L'État, par je ne sais quelle raison, a décidé de réduire la marge sur les... sur certains médicaments. Oui, sur les génériques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que tu as les médicaments de marque, tu as les génériques, etc. Donc, ils ont décidé de baisser la marge sur les génériques. Comment tu fais? Du coup, Ah, donc forcément, immédiatement, instantanément, ton chiffre d'affaires, il va diminuer. La petite pharmacie du village qui vend que des médocs, c'est mort, quoi.
Donc Tu ça vois. veut dire... Et du coup, tu as l'autre école qui se disent, tu vois, si vous faites de la para, parce que la para, ça ne dépend pas du tout de la sécurité sociale. Ouais, je vois très bien. La para, tu achètes tes produits, tu vends, quoi. C'est tout. Tu vois un peu le truc. Donc, oui, les pharmaciens, sur la partie médicaments remboursés, ils sont à la merci de ce que décide l'État, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, point important, que nous, on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, plus le médicament il coûte cher, moins tu gagnes de l'argent. En fait, toi, tu sais, parce que tu as des médicaments qui coûtent très cher pour soigner des trucs un peu plus, tu sais, quand tu as des malades un peu plus, Ouais, voilà. bien sûr. Donc, tu as des médicaments qui coûtent beaucoup plus cher, enfin, ça coûte très cher les médicaments. Ok, Tu as certains médicaments qui dépassent 10 000 euros, 20 000 euros, tout ce que tu veux. Ah oui, d'accord. Eh bien, sur ces médicaments-là, le pharmacien, il marge à 100 euros, quoi. Enfin, jusqu'à Ouais, je 90, machin. Sur les plus petits, sur les moins chers, entre guillemets, il marge un peu plus. Mais plus le médicament est cher, moins il marge. Donc toi, quand tu vas prendre un médicament à 10K pour ton traitement, toi, tu crois que tu lui auras fait sa journée, en fait. Mais non. Mais non, parce que lui, derrière, Ok, je vois. ce médicament-là, il l'achète à 10K et la Sécu, quand il te le donne, la Sécu lui rembourse avec une marge ridicule, entre guillemets. Et ça rentre en jeu, justement, dans nous, ce qu'on fait en tant qu'expert comptable, etc., dans les valorisations des officines. Oui, parce que... Ah oui. Alors, tout de suite, il y a un truc intuitif qui me vient. Donc, je me dis que le CA d'une petite... Il veut rien dire. En fait, il veut rien dire, parce que je pense que la marge d'une officine, du coup, qui fait 1,2 million de chiffre d'affaires, elle est pas si ouf que ça. La marge en moyenne, mais il y a tellement de disparités que du coup, ça veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment aller dans le fond. La marge en moyenne, la marge brute sur les pharma, c'est 27%. Ah 27, ouais. 27-28%. Ah ouais. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu reçois un bilan, là, on accompagne une pharmacienne là, qui va s'installer. On a reçu les bilans de la structure, de la pharma. La pharmacie, je prends des chiffres au hasard, elle fait 3 millions, par exemple. Mais toi, ces 3 millions, ils veulent absolument rien dire. Parce que si sur ces 3 millions, il n'y a que 300 000 euros de médicaments chers, ça passe. Mais si sur ces 3 millions, tu as 900 000 euros de médicaments chers qu'il a vendus, Ça, en fait, c'est problématique. Donc, en fait, tu as des retraitements à faire. Tu fausses l'analyse. Voilà. En fait, tu prends le chiffre d'affaires, tu vas demander ce qu'on appelle les MDL, marge dégressive lissée. En fait, tu as un tableau. Si tu tapes MDL sur Internet, tu as un tableau avec c'est un tableau qui est donné voilà, par l'État, tout ce qu'on veut, par la Sécu, qui dit que un médicament, s'il est vendu de tel prix à tel prix, tu marges tant. Un médicament, s'il est vendu de tel prix à tel prix, il est vendu tant. Donc, au-delà de 1930 euros, c'est considéré comme des médicaments onéreux, des médicaments très chers. Donc, au-delà de ça, tu marges pas grand-chose. Ok. Donc, ça veut dire que d'un point de vue concurrentiel, toutes les officines sont sujettes à la même réglementation sur le chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur les médicaments remboursés, pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Donc, en fait, d'un point de vue harmonisation, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde est logé à la Par même contre, enseigne. j'imagine qu'il y a des endroits en France où il y a peut-être des pathologies, certainement, qui sont plus importantes que dans d'autres endroits, et peut-être que dans d'autres endroits, c'est peut-être plus intéressant d'y être, parce qu'il y a des gens qui ont des pathologies, je sais pas moi, peut-être à cause du froid, peut-être des chantiers, peut-être des grandes villes, peut-être le rythme de vie, ou j'en sais rien. Et tu as des endroits où tu as tout intérêt à développer de la parapharmacie. Tu as des endroits où... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans des petites villes où tu as une population dite vieillissante, peut-être que des olivitaires, ils ont rien à faire de la parapharmacie, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Donc, bien eux, sûr. ça serait plus un focus sur s'assurer qu'on a tous les médicaments pour les traitements, tout le truc. Et après, en fait, tu as plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et ça, en fait, ce sont des choses que tu ne vois pas dans le bilan. Donc, ça veut dire que je suis docteur en pharmacie. J'ai envie de lancer une pharmacie. Donc, déjà, je dois acheter une licence à quelqu'un. Tu dois acheter une pharmacie qui existe dans 95% du temps. Ah ouais. Donc, ouais, mais du coup, comment ça se valorise alors la pharmacie? Sur le BE, sur un multiple du CA? Alors, c'est simple. Simple. C'est pas simple. Je veux dire, c'est simple, mais c'est pas simple. Alors, on va dire Nicolas Piatkowski, il est docteur en pharmacie. Voilà. Donc, déjà, c'est une profession réglementée comme nous. Donc, tu as des tableaux. Alors, tu dois être inscrit à l'ordre. Mais tu as différents tableaux A, B, C, D. On va pas rentrer dans le détail, mais tu as un tableau pour les titulaires, tu as un tableau pour les investisseurs,
Tu as un tableau pour ceux qui sont oui. investisseurs. C'est des pharmaciens quand même. C'est très réglementé. C'est un peu comme... voilà. Et du coup, tu t'inscris. Et après, il faut que tu trouves une pharmacie à racheter. En fait, 95% des opérations maintenant, 99% même, c'est des rachats. Ou des regroupements. Regroupement, c'est, voilà, tu as des regroupements parce que tu as 2 pharmacies. Et ça, tout ça, c'est réglementé par l'ARS, Agence régionale de santé, plus la mairie, etc. pour dire, ah oui, peut-être qu'il y a 2 petites pharmacies ici, on reste dans la même ville, mais on fusionne, on fait une grande pharmacie, entre guillemets, tu vois. Mais tu peux pas les créer de zéro. C'est pas, voilà, ça c'est... C'est rare. Voilà, c'est rare. Très ça, rare. L'exception. Voilà, c'est vraiment exception. Okay. Donc, toi, tu dois aller trouver la pharmacie qui te plaît pour la prendre, pour l'acheter. Après, le premier travail qu'on fait quand on accompagne quelqu'un qui s'installe, c'est qu'est-ce que tu veux. Il y en a qui veulent des petites pharmacies de village où ils sont tranquilles, machin. Mais à risque parce que tu as une population vieillissante. Demain, voilà. T'en as qui veulent des grosses structures en centre commercial, etc., qui rapportent beaucoup de cash. T'en as qui veulent des structures un peu moyennes, sachant que tu ne peux, en fonction de la taille de la pharmacie, tu peux pas y aller seul. Parce qu'une pharmacie, il faut acheter. Acheter le prix. Donc, une pharmacie qui s'est valorisée à 1 million, le crédit, tu vas aller le demander. Peut-être que tout seul, tu y vas. Mais les plus grosses pharmacies, des fois, tu vas avec des pharmaciens investisseurs qui vont t'aider à mettre l'apport, etc., enfin, qui sont associés dans ta structure, etc. Donc, en fonction de la taille de la pharmacie, tu y vas plus ou moins seul, entre guillemets. Et c'est là que je t'ai dit que tu as des profils. Moi, je connais des profils qui sont pharmaciens, mais très, très entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont acheté leur première pharmacie. Ils ont bien développé la pharma. Au lieu de se verser des dividendes, machin, ils réinvestissent tout. Et après, ils accompagnent des pharmaciens à s'installer. Je prends un pourcentage, je t'aide dans l'apport, parce que la pharmacie, elle fait 3 millions et que t'as besoin d'aide, etc. Donc moi, c'est toi le titulaire, c'est toi qui prends le salaire, entre guillemets. Mais après, moi, je suis associé dans la structure. J'étais vraiment schématisé le truc, mais t'as plein de détails dedans. Après, comment ça se valorise? Alors, t'as 3 multiples. Ça, c'est le côté comptable-financier. Et après, tu as l'environnement. Voilà. En gros, tu prends d'un côté les chiffres, tu prends de l'autre l'environnement. On va commencer par les chiffres. Les chiffres, globalement, c'est un multiple du CA, plus le multiple de l'EBE, plus multiple de la marge. Les 3, on fait une moyenne des 3, généralement, pour sortir une tendance. Ok. Après, tu as l'environnement. L'environnement, c'est quoi? On va faire une étude de l'environnement. Est-ce que là où tu es, la pharmacie, tu as des prescripteurs? C'est-à-dire tu as des centres médicaux à côté qui te prescrivent des médicaments, des médecins. Parce que c'est eux qui te ramènent des clients. Ah oui. Oh là là. Regarde. Oh la masterclass. Nicolas, regarde, tu as une pharmacie. Je te donne un exemple. Tu as une pharmacie qui fait 10 millions. Enfin, je caricature. Pharmacie qui fait 10 millions. Tu regardes à côté, tu as 3 centres médicaux. Parce que c'est eux qui te ramènent les patients, etc. Toi, tu viens racheter la pharmacie. Tu apprends qu'en fait, il y a 2 des 3 centres qui vont fermer dans 1 an. Ah ouais, et du coup, ça ne se valorise pas de la même manière. C'est clair. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des pharmaciens qui vont vendre parce qu'ils partent à la retraite, sauf qu'ils apprennent par-ci et là, par la mairie ou par je ne sais qui, que il y a un projet d'une MSP, maison de santé pluridisciplinaire, là, qui va ouvrir dans 1 an. Donc moi, ma pharmacie, je peux mieux la vendre, en fait. Parce que demain, tu vois ce que je veux dire? Attends, là je connaissais pas cet environnement de la pharmacie. Attends, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu es à la fois dans une profession réglementée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux acheter des médicaments de ouf qui vont te rendre. Ils ont le monopole. C'est important. C'est comme nous. En fait, personne n'a le droit de vendre des médicaments s'il n'est pas pharmacien. Donc quoi qu'il arrive, si tu as un truc avec la santé et que tu rentres, en fait, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Voilà, il n'y a que eux qui peuvent te vendre des médicaments. Ok, très clair. Mais du coup, je trouve ça hyper malin d'un point de vue business de mettre de la pharma dans une pharmacie, dans la perception de valeur. Si c'est dans la pharma, c'est dans la pharmacie, un truc paramédical. Du coup, ça crédibilise le produit qu'il vend parce qu'il est pharmacien. Ouais. Ça, c'est ça que je suis en train de penser là. En fait, c'est sûr que si tu vas aller acheter un produit qui n'est pas remboursé par la Sécu, etc., si tu vas l'acheter tout seul dans un centre commercial et que si tu vas l'acheter dans une pharmacie avec quelqu'un qui te donne du conseil, etc., ça n'a pas la même valeur. Tu vois, j'ai une parapharmacie là, qui est en région, là, puisque là, on est en train d'enregistrer en région PACA.
il y a une parapharmacie dans un centre commercial qui s'appelle Cap 3000. C'est la plus grosse, je crois. Ah, c'est la. Ouais, j'avais entendu. Ouais. C'est, le truc. alors, j'ai pas la stat en tête, mais Cap 3000, ça, si c'est pas la plus grosse de France ou la plus grosse d'Europe ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Mais tu sais quoi, le truc. Ah oui, c'est un village. Tu rentres à l'intérieur, t'es venu acheter un Doliprane, ton panier moyen il fait x10. C'est obligé. Ouais. Tu vas toujours trouver quelque chose. Et ben, tu vois, ce type de pharmacie, ça, c'est vraiment les pharmaciens très business qui ont. Ça, c'est business, ça. Ouais, qui ont. Je caricature, mais ils doivent avoir 70% de leur chiffre d'affaires, c'est de la para. Ouais, c'est clair. Parce que eux, j'ai pas envie de dire ils ont compris, parce que ça voudrait dire que les autres n'ont rien compris, mais eux, ils se positionnent en mode moi, je ne veux pas dépendre de l'État. Ouais, je comprends. Là, je comprends. Parce que l'État, demain, ils disent on réduit encore plus les marges. Mais du coup, tu as la parapharma qui va t'assurer essayer quelque chose. Donc, en fait, tu as ces demandes un peu qui. Mais du coup, je trouve que c'est malin, dans le sens où on est dans un monde occidental, où les gens ils veulent prendre soin d'eux, qui veulent faire attention. Donc, tu vois, les trucs de beauté, les crèmes, les compléments alimentaires. Il y en a, en veux-tu, en voilà dans tous les sens, etc. Ah, ok, d'accord. Je comprends. Donc, en termes de. Alors, en plus. Oui, attends, je vais juste finir sur la valorisation. Je finis juste sur la valorisation. Donc, en fait, tu vas prendre les trois. On va faire simple. Le chiffre d'affaires, tous les ans, ce qu'on fait, c'est que tous les ans, tu as Interfimo, qui est la filiale de LCL, qui est la banque qui finance le plus les professions libérales. Donc, c'est un des premiers partenaires des pharmaciens qui s'installent, qui sort des études tous les ans. Pour dire globalement, là, par exemple, début d'année, en mars 2026, ils vont sortir l'étude de 2025. Okay. Pour dire qu'en gros, tu vois, ils vont te faire des chiffres en mode, en moyenne, les pharmacies qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires se sont vendus 80% de leur chiffre d'affaires. Et se sont vendus 7 fois le BE. Et se sont vendus 3 fois la marge. Tu vois, des trucs comme ça. Ils te sortent des stats comme ça. Et nous, en tant qu'experts comptables, on se base globalement sur ça parce que c'est les études les plus fiables, entre guillemets. Et toi, en fait, tu as ton outil. Tu vas dire, on va faire simple. Tu as une pharmacie qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans le 1 million d'euros du chiffre d'affaires, il y a 200 000 euros de produits chers. Comment on le retraite? On va prendre la moyenne, entre guillemets. Tu as différentes façons de retraiter. Mais un exemple, tu vas te dire globalement le poids des médicaments chers. Parce que, attention, ça. Tu as un devoir en tant que professionnel de santé de les vendre, ces médicaments, parce que tu as un rôle de santé. Enfin, ouais, c'est clair. Donc, l'idée n'est pas de dire tu ne vends pas des médicaments chers. C'est pas ça l'idée. C'est de voir c'est quoi le poids sur ton chiffre d'affaires. Parce que demain, un patient qui vient qui demande un médicament cher, tu es obligé de le commander. Oui, bien sûr. Enfin, tu es obligé. Enfin, c'est ton rôle de. Attends. Donc, ça veut dire que. Oui, parce que là, je suis en train de me dire. Et il y a un problème de BFR. Parce que c'est eux qui avancent. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, toi, tu dois constituer ton stock. Mais des fois, il te dit non, ben le stock, ben, du coup, les médicaments chers, tu les stockes pas. Ah oui, tu les commandes en fait, obligé. Les médicaments chers, un médicament 10 000, tu n'en vends pas tous les jours. Donc, quand le patient il vient, il te dit je veux ce médicament, on m'a prescrit ce médicament, c'est là que tu le commandes. Okay. Et il faut que tu sois sûr que le patient il vienne le chercher aussi. Parce que sinon, la Sécu ne te rembourse pas. C'est pour ça que tu ne peux pas stocker. Oui. En fait, toi, demain, tu vas acheter ton médicament. Tu vois, ton médicament, j'ai pas envie de dire classique, mais standard, tu vas prendre un peu ton Doliprane, ils en ont en stock, c'est vendu. Mais le médicament particulier qui est cher, c'est à la commande. Ils vont pas sortir, parce qu'ils avancent dans tous les cas. Ils avancent l'argent. Attends, donc ça veut dire que quand tu vas à la pharmacie, ils commandent, tu le payes pas. Ou si, il te fait payer, ou pas. Non, tu payes pas. Non, tu payes pas. Hein. Généralement, ils te le commandent. Ils te le commandent et au revenant, tu passes ta carte vitale. S'il y a une partie qui est prise en charge, machin, et toi, tu payes le reste. Si le médicament, il est là, bah, c'est réglé tout de suite. Mais du coup, en termes de comptabilité, comment ça se gère, ça, la comptabilité d'une pharmacie? C'est compliqué. Il y a beaucoup de flux, non? Ah oui, il y a beaucoup de flux. Il y a beaucoup de flux. Et après, tu as beaucoup de flux et tu as une grosse problématique de BFR. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu gères. Là, aujourd'hui, tu as un médicament 20K qui est commandé. Si tu as Trésor, tu as 30 000. Tu vas réfléchir. Il y en a même qui ne les font pas, malheureusement. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Je ne dis pas que je les comprends. Hein, parce qu'ils ont des obligations quand même de santé, tu vois. Mais quand tu te dis, attends, moi, ma Trésor, j'ai 30 000 euros dans le compte, votre médicament, il vaut 20 000, j'y réfléchis si je le commande. Ouais, non, mais je comprends. Parce que même si vous venez dans 2-3 jours pour récupérer le médicament, il y a aussi le délai. La Sécu ne rembourse pas le lendemain. Ah oui. Donc, tu as quand même quelques jours avant que la Sécu te rembourse. Ah oui, donc même toi, Donc, toi, tu as 20 cas qui sont sortis.
et tu attends Ouais, c'est clair. que dans quelques jours, si le patient vient et récupère, tu lui... Et que la Sécu te rembourse. Donc, on fait un multiple de... Pour faire simple, tu fais un multiple de chiffre d'affaires, tu retraites les médicaments chers. Il y a différentes façons de retraiter. Chacun a sa façon de faire. Il y a différentes écoles. Mais globalement, tu en as qui disent, en moyenne, dans les pharmacies, tu as tant de pourcentage de produits chers. Je dis n'importe quoi. Si c'est 10% en moyenne de produits chers et que toi, tu as 15%, ben les 5%, on va les enlever. Parce qu'on considère que dans la moyenne, tu es un peu plus. Donc, on va les enlever. On va retraiter le chiffre d'affaires. Et sur ce chiffre d'affaires-là, on va appliquer un pourcentage. Globalement, tu as des stats. Globalement, les pharmacies qui font 1 million, ben, ils se vendent 76% du chiffre d'affaires, par exemple. Donc, une fois que tu as retraité la partie un peu médicaments chers, tu vas appliquer dessus le pourcentage, tu obtiens un chiffre. Par exemple, sur la pharmacie qui fait 1 million, on revient sur 750 000 euros. J'ai n'importe quoi. Donc, tu as ça. Après, tu fais le BE. C'est globalement sur le BE. EBE retraité, bien sûr. Tu as des retraitements par rapport à la rémunération, surtout. C'est le pôle principal. Parce que peut-être qu'une pharmacienne ou un pharmacien qui se payait 300 000 euros, peut-être que le prochain titulaire, il se paiera que 50. Donc, le BE, tu le retraites avec la rémunération parce que dans le BE, il y a la REM. Oui, bien sûr. Qui vient en diminution. Donc, du coup, tu le remets, tu le retraites pour que ça soit un EBE classique sans rémunération, entre guillemets. Et sur le BE, tu appliques un pourcentage aussi. Enfin, un multiple. Un multiple, ouais. La marge, pareil. La marge brute, machin, tu appliques un multiple. Et tu obtiens globalement 3 chiffres. Et après, tu fais la moyenne des 3 et tu as une tendance. Attention, tu as une tendance. Donc, par exemple, tu as 750 000 selon le chiffre, tu as 650 selon le BE, tu as 800 selon la marge. Tu fais une moyenne des 3, tu sors avec 720. Voilà. Donc là, déjà, on a une base. Ça, c'est la première chose. Après, tu vas regarder ce qu'il y a autour, l'environnement. Ça, c'est le deuxième point. L'environnement. Est-ce que tu as des médecins qui partent à côté? Est-ce que tu as des médecins qui arrivent à côté? Est-ce que... Est-ce qu'il y a des laboratoires qui vont se créer, des centres de santé, ce genre de trucs? L'équipe. Est-ce que t'en as qui vont partir à la retraite bientôt? Est-ce que... Enfin, tu as plein de trucs qui concernent l'environnement que tu regardes. Est-ce que tu as une pharmacie qui a été autorisée à s'installer? Enfin, tu vois, tu regardes un peu l'environnement. Ouais, voilà. Et ça, tu dégages une tendance. Donc, nous, on va dire, selon les informations qu'on a, parce que le plus compliqué, c'est pas les chiffres. Parce que les marges, tout ça, tu les as. Mais le plus compliqué, c'est l'environnement. Parce que des fois, tu n'as pas toutes les infos. Mais on va dire, selon les informations que j'ai et selon le chiffre, ta pharma, la pharmacie que tu vises, on pourrait aller demander, allez, elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on pourrait aller demander 700 000. Après, ça reste quand même du commerce. Il y a la loi de l'offre et la demande. Ouais, en fait, finalement, si le gars, tu lui dis, moi, d'après mes calculs, ça vaut 700, mais que lui, il veut 800, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le vrai prix, en fait, celui qui accepte d'acheter à ce prix et celui qui accepte de vendre à ce prix-là. Voilà. Après, là, je t'ai fait un exemple sur... Mais c'est une base de discussion. Voilà. Au moins, tu sais. Attention, il y a beaucoup de choses à regarder. C'est-à-dire que là, je te parle vraiment quand on valorise un fonds de commerce. Mais après, des fois, parce que tu peux acheter soit le fonds de commerce, soit les titres de la société. Donc, c'est pas du tout le même mécanisme. Mais là, je te donne vraiment les tendances. C'est voilà. Donc, oui, c'est général, c'est parfait pour moi. Ok, hyper clair. Non, je dis ça pour ne pas que les spécialistes de la pharmacie. Ouais, mais t'as oublié de dire ça. Non, globalement, c'est comme ça que ça. Ok, hyper. Et en fait, trop bien. Attends, masterclass. Attends, j'ai découvert un truc là. Donc moi, après, quand j'ai accompagné ma belle-sœur du début à la fin, j'ai tellement. Ah oui, parce que c'est ça l'origine. À la base. Donc j'ai tellement pris goût que je me suis dit go, on y va. Donc, j'ai commencé à marketer dessus, j'ai commencé à communiquer dessus. Et là, pareil, chose importante, et ça, je l'ai aussi appris dans l'accompagnement que j'avais pris chez Kevin et Jonathan à l'époque, ça reste quand même une stratégie d'entreprise. Donc, moi, j'ai fait une étude de marché. Combien de pharmacies en France? Il y avait des informations que j'avais déjà parce que j'accompagne des pharmacies et j'ai déjà traité des pharmacies, mais c'est quoi l'étude de marché? Comment tu vas pénétrer le marché? Quels sont les experts comptables qui sont dans le marché? Quels sont les professionnels qui gravitent autour du monde officinal? Tu vois? Donc, tout ça, j'ai fait une étude de marché. J'ai regardé, j'ai étudié, comment est-ce que je peux les toucher? Parce que les pharmaciens fonctionnent beaucoup en réseau. En fait, pour faire simple, tu as
5, pour ne pas oublier tout le monde, mais en gros, tu as 5 professionnels qui gravitent autour du pharmacien. Surtout pendant l'installation, tu as l'avocat. C'est lui qui va s'occuper de faire toute la partie juridique, cession du fonds de commerce, cession de titres, machin, qui va conseiller aussi en collaboration avec l'expert comptable sur le montage, etc. Tu as l'expert comptable, le deuxième. Tu as le transactionnaire. Transactionnaire, c'est quoi? Je vais peut-être me faire tirer dessus, mais je vais schématiser. Le transactionnaire, c'est un peu comme quand tu fais appel à un agent immobilier. En gros, le transactionnaire, c'est des gens qui maîtrisent le monde officinal. Ouais, attention, c'est pas des gens qui sortent de nulle part. C'est des gens qui maîtrisent tout ce que je viens de te dire là, ils peuvent te le dire. C'est pas des experts comptables, c'est pas des avocats, mais c'est des gens qui maîtrisent le monde officinal. Et en fait, ces personnes-là, en fait, ils sont changés. Leur principale mission dans une installation, du coup, c'est de trouver les pharmacies qui se vendent, trouver des acheteurs, etc., négocier, aider à la négociation, aller on fait ensemble le prévisionnel, mais eux aussi, ils ont un rôle d'aller t'aider à aller négocier à la banque. Enfin, voilà. Ils ont vraiment un rôle très transverse. Voilà. Donc, ils peuvent nous aider et dans la partie un peu juridique et dans la partie un peu comptabilité. Enfin, voilà. Donc, tu as les transactionnaires. Tu as le banquier. Voilà. Donc, le banquier, aujourd'hui, on ne va pas les citer, mais aujourd'hui, tu as 2-3 banques qui ont une spécialité là-dedans. Okay. C'est-à-dire qu'ils savent. Ce n'est pas le banquier où tu vas aller lui présenter un bilan de pharmacie, il va te dire pourquoi il y a différents taux de TVA. Enfin, tu vois, genre, il sait. Voilà, il maîtrise l'industrie. Voilà. Et après, 5, je vais faire un peu de généralité, mais 5, en fait, tu as tous les autres qui gravitent autour. Donc, tu as les inventoristes, parce qu'il y a du stock dans les pharmacies. Tu as des sociétés qui font que ça. L'inventaire de stock, pharmacie. C'est leur spécialité. Tu as les conseillers divers, parce que tu as des gens qui aident à piloter les pharmacies, les trucs. Tu as ceux qui vendent les logiciels. Et après, en dernier, tu as tous les groupements. Parce qu'aujourd'hui, une pharmacie a tout intérêt à se grouper pour négocier, pour mieux négocier ce qu'il achète. T'as quoi d'autre? T'as les grossistes répartiteurs. Les grossistes répartiteurs, c'est qui? C'est ceux qui te vendent les médicaments. En fait, t'as les labos qui fabriquent les médocs, mais toi, pharmacien, t'achètes pas au laboratoire. D'accord. En fait, t'achètes, il y a un intermédiaire qui s'appelle un grossiste répartiteur. Ça, c'est obligatoire ou c'est un métier dans la chaîne de valeur? C'est un métier dans la chaîne de valeur. Okay. C'est-à-dire que t'as les labos. Toi, petit office, je caricature de machin, tu vas pas aller négocier. Enfin, voilà. Donc, tu as des grossistes répartiteurs qui connaissent la zone, qui connaissent les pharmaciens, qui savent. Donc, en fait, tu commandes auprès d'eux. Okay. Et après, tu as les groupements qui vont aller négocier. C'est pas leur rôle, c'est pas leur seul rôle d'aller négocier les trucs. Mais en fait, ils t'aident dans plein de choses, les groupements. Et ils font des formations. Enfin, c'est comme nous, en tant qu'expert comptable, quand tu rejoins un genre de groupement, tu cotises à l'année et tu bénéficies un peu soit de meilleures négociations sur les éditeurs, soit des formations par-ci, par-là. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et je m'excuse si j'ai oublié, voilà, mais en gros, c'est un peu le schéma. Non, masterclass, Rabat, franchement, trop bien. Merci beaucoup déjà, parce que pour moi, comme je ne connaissais pas, je trouve ça hyper intéressant, mais genre, même intellectuellement, tu vois, je me dis, ah ok, d'accord, j'ai toute sa vision aussi entrepreneuriale. Mais même ça, là, dans ta tête, je suis sûr que tu dois te dire, ah ouais, mais en fait, c'est pour ça que. C'est pour ça que. Exactement. Tu vois, ça fait des connexions. Et pourquoi les officines, du coup, pourquoi les pharmaciens, ils vendent? C'est quoi aussi leur problème à eux? Tu vois, genre, leur problème qu'ils ont, tu peux vendre parce que départ à la retraite, classique. Tu peux vendre parce que, comme tout le monde, t'en as marre, t'as envie de faire autre chose. Et pareil, en face, tu peux acheter parce que tu as envie de te lancer. Il y en a qui achètent un peu plus tard, comme des experts comptables. Il y en a qui exercent en tant que pharmacien adjoint et après un moment, ils veulent être titulaires. Ah oui, quoi. Okay, parce que dans les pharmacies, tu peux avoir plusieurs pharmaciens. Oui, d'accord. Ils ne sont pas tous les titulaires de la pharmacie. Ouais, ils ont leur responsabilité en tant que pharmacien, mais ce n'est pas eux légalement, représentant légal. Quoi. Donc, tu as plein de divers projets. Donc, leur problématique au quotidien, c'est quoi? C'est le pilotage. Parce que la pharmacie, tu as bien compris, il y a beaucoup de flux. Ah ouais. Il y a beaucoup de flux. Je te donne un relevé bancaire d'une pharmacie, c'est énorme. Tu tombes par terre, c'est sûr. Tu as beaucoup de flux. Et le problème, c'est que quand tu as beaucoup de flux, tu ne vois pas ce qui se passe, en fait. Donc, en fait, je n'ai pas envie d'utiliser un terme un peu péjoratif, mais tu as un peu des petits malins où
t'as pas eu la remise, t'as pas eu le machin, t'as eu un prélèvement où tu sais même pas ce que c'est parce qu'en fait, un jour, t'avais signé un truc, t'as pas regardé. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de flux. Donc, leur problématique, déjà, ils ont un problème de flux. Donc, il faut bien suivre, regarder ce qui est passé, pas passé, ce qui est. Voilà. Deuxième chose, le pharmacien, le problème qu'il a, c'est que son quotidien, parfois, il est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, Nicolas, qu'une pharmacie ne peut pas ouvrir sans pharmacien. C'est pas moi, j'ai le cabinet, je suis pas là pendant un mois, Ah oui. ça tourne. Ah oui, d'accord. Donc il faut un pharmacien dans La dans pharmacie, quand elle ouvre ses portes le matin, il c'est faut le un pharmacien qui doit ouvrir, quoi. Voilà, il faut un pharmacien dedans. Parce que tu as des préparateurs ou des préparatrices qui font très bien leur boulot, mais en cas de problème, en cas de validation de quelque chose, il faut que le pharmacien soit là. Donc une pharmacie ne peut pas ouvrir sans pharmacien. Okay. Donc quand tu as, je te laisse deviner, quand tu as des petites officines où il y a un seul pharmacien titulaire, je te laisse deviner le truc. Il faut qu'il fasse la caisse, qu'il aille chercher les médicaments, qu'il fasse attention aux ordonnances, qu'il fasse les remboursements, le petit truc dans la... C'est 80 heures. Ta carte vitale, ton truc. 80 heures par semaine. Ah oui, et donc... Parce que en fait, tu as des plages horaires, tu as des pharmacies qui ouvrent. Allez, on va prendre un exemple de 9h à 18h, une pause peut-être entre midi et 2, mais dans toute cette plage horaire, tu dois être là. Pour les grosses officines, je dis pas que c'est... Parce qu'à un moment donné, tu as plusieurs pharmaciens, donc bon, c'est pas très... Voilà. Mais quand tu es seul pharmacien dans ta pharmacie, dans ta petite officine, tu peux pas ouvrir sans pharmacien. Ah, donc ça veut dire... Moi, j'ai des officines, j'ai des petites officines. Ben, ces pharmaciens, quand ils doivent partir en vacances, ils sont obligés de faire appel en intérim à un pharmacien qui vient ou... tu vois, parce que la pharmacie ne peut pas ouvrir. En fait. Ah oui, donc l'entrepreneur pharmacien, pour développer son business, c'est difficile en fait. Parce que du coup, lui, il est obligé d'être à la caisse, entre guillemets. En fait, tu as les préparateurs qui font machin. Des fois, quand il y a du monde, ils sont à la caisse, mais etc. si tu développes aussi au début, bah, ça peut être un peu difficile de faire connaître, de fidéliser sa clientèle aussi, tu vois, j'imagine. C'est pour ça que, généralement, sauf cas exceptionnel, sauf quand tu grossis ta pharmacie. En plus, les pharmaciens, comme si c'est une profession réglementée. Même quand tu as envie de développer un truc, l'espace, le truc, là, on est sur un dossier de transfert. Parce que j'ai une cliente qui veut acheter une officine, mais qui estime, dans la même ville, du coup, qui estime qu'elle est petite, que machin. Elle a un local qui est mis à disposition par la mairie, qui est plus grand, qui pourra mieux accompagner les patients, etc. Ben, on est en train de faire un dossier de transfert, de l'aider pour le dossier. Et ça, il faut convaincre l'ARS, le truc, le machin, qu'on a bien mis les espaces, le truc, c'est qu'on peut recevoir tout le monde, on peut faire des vaccinations, on peut faire machin, on peut faire tout ça. Ah oui, il y a des impacts réglementaires dans ce que tu dois faire. Tu peux pas faire comme tu veux, en fait. Et l'ARS dit oui ou non pour ton transfert. Tu peux pas dire transfert écoute, siège Nicolas, social, j'ai 20 mètres carrés ici, j'ai trouvé un local 50 mètres carrés, transfert de siège social, c'est bon. Ah non, ça se passe pas du tout comme ça. Ok. Donc ça, t'as bien. Et du coup, son quotidien, ses difficultés, c'est ça, c'est le pilotage tous les jours. Il y a trop de flux. Le quotidien, c'est compliqué quand tu as une petite officine et que tu dois gérer, valider les ordonnances et les trucs. Et toi, de ton côté, tu as ton expert comptable. Enfin, voilà, je fais l'avocat. Tu as l'expert comptable qui te demande des pièces, le truc, le machin, parce que tu n'as pas de secrétaire, tu as juste des préparateurs ou des préparatrices, quoi. Donc, le quotidien, il est compliqué. Donc, aujourd'hui, tu as des outils qui viennent, tu as des spécialités qui ont été développées, tu as des structures. Leur taf, c'est d'aider le pharmacien dans son quotidien, quoi. Tu vois, t'as vraiment des choses qui sont faites. Ok. Et après, oui, la difficulté, c'est que c'est pas aussi simple à développer une officine comme nous. Je dis pas que c'est simple. Ils ont le droit de faire de la pub ou pas, les pharmaciens? J'imagine que c'est compliqué. Ouais, j'imagine que ça doit être normé quand même. Ouais, enfin comme nous, quoi. Tu as des produits, tu fais ta petite vidéo sur Instagram, machin, mais c'est quand même très... Voilà, ça reste une profession réglementée, quoi. Tu fais de la santé, quoi. Tu peux pas non plus... Ouais, bah oui, voilà, donc, je comprends. Voilà, c'est limité à certaines choses, quoi. Je comprends. Et du coup, la difficulté, pour terminer là-dessus, c'est que pour développer... En fait, la difficulté d'une officine, c'est que si c'est déjà organisé comme ça, tu peux pas... Parce qu'en fait, tu as une officine là, par exemple, tu as un centre médical là, ben en fait, globalement, il n'y a pas de grosse variation du chiffre d'affaires. En fait, la variation du chiffre d'affaires, c'est, par exemple, tu viens, tu es un jeune pharmacien, tu es dynamique, tu as envie de mettre un peu de para, tu as envie de développer un peu des nouvelles missions, etc. Il faut que tu augmentes le panier moyen de ton client qui rentre, en fait. Mais structurellement... Oui, tu es capé.
Voilà. Tu as un volume, et Ouais. de ce volume, il faut que tu arrives. Parce que les patients, c'est les mêmes, l'environnement, c'est le même, le truc, c'est le même. Donc, en fait, il faut que tu fasses preuve de créativité, sachant qu'il y a un facteur important aussi, tu as l'espace. C'est ça qui fait que des fois, on demande un transfert, etc. Il y a l'espace. Si tu as ça, à un moment donné, si tu fais ça depuis 15 ans et que tu as bien... tu peux pas vendre plus si tu n'as pas plus d'espace. Enfin, tu vois, à un moment donné, tout est... voilà. Donc, du coup, tu as des personnes dont leur spécialité, c'est ça. J'ai oublié le nom. Là, ils vont m'en vouloir. En plus, j'en ai dans mon réseau. En fait, ils vont venir t'aider à mieux agencer tes médicaments, tes trucs, pour que tu te donnes plus envie d'acheter les trucs, le machin. Mais globalement, tu es capé dans un... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois complètement. Du coup, là, j'ai un pharmacien dans ma tête, là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, eux, pour développer... Ah, lui, il était trop fort pour te vendre des trucs en plus. Mais du coup, j'ai tout compris. C'est ça. Ah, mais lui, c'était pas un pharmacien, c'était un commerçant, quoi. Mais en vrai. Ok, d'accord, je vois. Hyper intéressant. Je pense que même d'un point de vue intellectuel, du coup, quand tu comprends leurs problèmes, leur environnement, leur vie, Tu peux mieux les c'est accompagner. super facile, ou ça devient de plus en plus facile de leur apporter de la valeur. Et du conseil. Moi, comme je t'ai dit, j'ai accompagné des pharmaciens dans leur quotidien, dans mes précédentes expériences, mais là, en vivant vraiment en amont du début, le truc, tu comprends leurs problématiques. Ok. Tu comprends le dossier, il faut le monter, qu'il faut un apport, parce que les pharmacies, ça coûte de plus en plus cher. C'est pour ça aussi qu'il y a les investisseurs, les trucs qui viennent dans ce monde-là. Après, aujourd'hui, c'est pas comme nous où c'est un peu ouvert, où tu peux avoir un associé qui n'est pas pharmacien. Quand tu as des investisseurs de l'extérieur, ils sont obligés, bon, on va pas faire un cours de droit, mais en fait, ils peuvent pas être associés. Ils sont obligés de rentrer en obligation. Ok, d'accord. En obligation. Parce qu'ils peuvent pas être associés s'ils sont pas pharmaciens. Ah, donc j'imagine. Ah oui, même d'un point de vue. Ah, du coup, je comprends aussi pourquoi il y a une petite guéguerre entre les anciens purement docteurs en pharmacie et puis ceux qui ont une approche plutôt business. Je comprends aussi cette dualité aussi qui peut se faire. Parce qu'on se dit, attends, si tu fais rentrer un investisseur, t'es plus professionnel de santé, là. Ouais, entre guillemets, tu vois, genre, je caricature. Ouais, mais en gros, c'est ça. Et du coup, moi, quand j'ai vécu cette expérience-là de l'intérieur, ça m'a tellement fait kiffer. Ah, j'imagine. Ok, d'accord. Et du coup, le fait que aussi, comment tu fais aussi pour les accompagner pour que la comptabilité d'une officine elle puisse se passer dans les meilleures conditions? En fait, eux, ils ont besoin, c'est un gros mot, mais ils ont besoin de la compta en temps réel. C'est difficile à faire, mais ils ont besoin de savoir. Mais ils t'envoient les documents? Comment toi tu fais pour te brancher? Aujourd'hui, on a plusieurs outils. Non, aujourd'hui, on a plusieurs outils. En fait, tu as des logiciels de gestion. On va pas leur faire de pub, mais tu as WinPharma. Tu as plein de logiciels qui te sort le chiffre d'affaires en fonction du taux de TVA, parce qu'il y a différents taux de TVA. Tu as la TVA de 1, tu as la TVA, voilà. Donc, tu as plusieurs taux de TVA dans une pharmacie. Les médicaments, c'est 2,1. Les traitements, c'est 20 ou 10%. Enfin, voilà, tu as différents taux de TVA. Donc, il te sort ça tous les mois. Donc, toi, tu récupères ça pour faire ta TVA, etc. Mais après, toi aussi, il faut que tu puisses aussi, en fait, lui dire mois par mois où il en est, quoi. Ouais, attention, là, ce mois-ci, ah oui, parce qu'on avait fermé, parce qu'il y avait les fêtes, ou on a fait un peu plus, parce que ceci, cela, ah oui, ta marge, etc. Après, c'est des pharmaciens, il y a des particularités, mais globalement, ça reste une entreprise comme une autre. Oui, je comprends. Si tu découvres à la fin de l'année ton bilan, c'est pas top, quoi. Non, voilà. Je suis d'accord. Et après, le sujet aussi, tu vois, là, je te donne un exemple. J'ai un client qui m'a appelé, pharmacien qui m'a appelé, là, il y a une semaine, qui m'a dit, ah bah, je comprends pas, j'ai un problème de trésor. Je comprends pas. Il y a un truc qui s'est passé entre le mois de... Là, quand on est en novembre. Il y a un truc qui s'est passé entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai 20 cas de moins dans la trésor, je comprends pas. Alors que d'habitude, il avait un standard plus ou moins tous les mois, à la fin du mois, il savait à peu près ce qu'il avait, quoi. Après, en creusant, on se rend compte qu'en fait... donc, je suis allé là-bas, on a regardé bien, on a retiré tous les trucs, les machins, les commandes, les machins. Moi, je comprenais pas non plus. Mais moi, j'ai accès juste au relevé bancaire, aux factures. J'ai pas accès à son logiciel. Enfin, maintenant, tu as des connexions qui se font. Mais des fois, tu es obligé d'aller sur place, de bien regarder, etc. En fait, on s'est rendu compte que, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un médicament cher. 9 000 euros. 9 000 euros. Qui a été commandé. Donc, les 9 000 sont sortis.
Mais en fait, il y a un des préparateurs qui a oublié de valider l'ordonnance. Ok, d'accord. C'est-à-dire que la Sécu n'a pas l'info. Ok, d'accord. Donc, en fait, les sous sont jamais rentrés. Mais le médicament, il est parti. Et le médicament, il est parti et, Ok. et le cash. Ok, ok. Tu Ouais, vois. je vois. Donc, en fait, c'est un truc bête. Hein. Ouais, et ouais. du coup, je lui ai dit, maintenant, il faudrait, sans forcément fliquer, parce que bon, c'est une personne qui est là depuis des années, tu vois. Oui, Donc, ça, l'erreur, voilà, elle est c'est humaine, juste quoi. une erreur, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Mais en gros, sans forcément fliquer, mais il faudrait peut-être qu'on mette en place des choses pour que on soit sûr que tous les trucs sont validés, c'est bien, voilà, la facturation, elle était faite, etc. Ok. Parce que sur une boîte de Doliprane, machin, c'est pas très. Mais un truc à 10 000 euros, tu le vois tout de suite, quoi. Masterclass, Rabat. Trop bien. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mon cher Rabat. Du coup, on a un peu cette. Alors, tu vois, dans l'expertise comptable, est-ce qu'on doit se rapprocher? Est-ce qu'on doit se regrouper? Est-ce que. Du coup, genre, là, tu nous as ouvert la voie sur ça. On entend beaucoup parler aussi de financiarisation de la compta, de la gestion, il y a les fonds d'investissement qui viennent, il y a des gens qui sont venus derrière ce micro. Toi aussi, tu as été rapproché Oui. pour intégrer un cabinet. C'est quoi ta vision? Déjà, raconte-moi un peu là, déjà cette partie. Tu t'es lancé il y a, on va dire 2 ans, 24 mois à peu près. Tu as eu l'opportunité de rentrer dans un cabinet. Comment ça s'est passé? Et finalement, c'est quoi un peu la conclusion après ces discussions? En fait, là, aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Honnêtement, moi, ça me fait peur. Pas dans le mauvais sens, mais tu vois, moi, par exemple, qui est créé il y a 2 ans, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je recevrais un mail d'une personne potentiellement pour qu'on discute d'un potentiel rapprochement. Je me dis, mais tu vois, genre, voilà. Donc après, pour le premier point que tu as évoqué, effectivement, j'étais en discussion avec un cabinet que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Finalement, ça s'est pas fait parce que je pense que j'ai encore un chemin à faire. Aujourd'hui, j'ai eu 33 ans il y a quelques semaines, le 28 octobre dernier. On est le 20 novembre, ouais, il y a un mois. Le 20 novembre. Ouais, presque un mois. J'ai 33 ans, je me dis, j'ai encore beaucoup de choses à faire, avec tout le respect que je leur dois, tu vois. Ça s'est super bien passé, on a discuté, je leur ai dit non, finalement, voilà, ils ont respecté ma décision, je leur salue, je leur embrasse parce que c'est des gens super bien. Ça s'est très, très bien passé. Et ils ont compris ma décision. Mais pour revenir sur ma décision, en fait, avant de décider de se rapprocher ou consolider, on appelle ça comme on veut, l'expert comptable doit d'abord penser à ce qu'il veut, lui. Je dis ça pourquoi? Parce que dans un monde où tu ouvres LinkedIn, tu vois 10 posts d'affilée de cabinets qui se sont rapprochés, de machins, de personnes qui t'expliquent que, en fait, pour vivre, il faut que tu sois consolidé. Moi, ça me fait peur. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais je dis qu'il y a quand même un autre chemin aussi. Je dis qu'aujourd'hui, il faut que tu t'écoutes. Qu'est-ce que toi, tu as envie? Si tu estimes qu'à un moment donné, tu as envie de faire ça, vas-y. Mais il faut d'abord que ça soit d'une envie profonde, voilà, de ce que tu veux. Ça, c'est très important. Parce que faire quelque chose qu'on n'a pas envie, ça dure pas longtemps. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, il y a la stratégie. Aujourd'hui, quand tu es seul, l'imam, mon ami l'imam le disait bien quand il était là, si tu n'es pas dans le groupe que tu n'as pas les compétences machin pour répondre à un certain domaine, tu as des partenariats. Tu vois, tu peux avoir des partenaires dans ton domaine, etc. Donc moi, l'idée de base, c'est de se dire, pars de ce que tu veux, première chose. Deuxième chose, ok, parlons stratégie d'entreprise. Mais moi, je suis loin d'être d'accord sur le fait que on doit absolument limite céder son cabinet, même si on n'a pas envie, même si on pense qu'on peut aller plus loin, parce que le marché veut que, en fait, demain, les experts comptables qui exercent, l'expert comptable moyen, entre guillemets, la majorité des experts comptables, c'est ça, les cabinets, c'est 10 collaborateurs, etc. Ouais, celui-là, il les voit mourir, tu vois. Ça, c'est un discours qui, moi, je pense pas, parce qu'en fait, je pense qu'il y a différentes manières d'exercer. Je dis pas que les plus gros, ils travaillent moins bien ou les plus petits travaillent moins bien. Ça n'a rien à voir. Tu as une façon de travailler et tu es heureux, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 collaboratrices. Je suis heureux.
Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que les gens qui se sont consolidés sont moins heureux, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je voulais pas je ne veux pas arriver à un stade où je vends, où je me regroupe juste parce que j'ai peur ou parce que je me dis que le marché. Bah attends, on est expert comptable, on a vécu la transformation de la boîte à chaussures au scan. Et les experts comptables vont disparaître, on est toujours là. On a vécu le chat GPT, le machin, on est toujours là. Enfin, je veux dire, par contre, ce qui est important, c'est de prendre en compte tout ça. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, je suis moins d'accord sur le fait de dire il faut absolument se consolider pour vivre, mais par contre, pour vivre, il faut bouger, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as le petit cabinet, que tu as 2 collabs, que tu dois pas prendre en compte tout ce qui se passe. Mais tu peux vivre. Tu peux continuer à exister, mais il faut que tu bouges. Tu peux pas rester dans un truc, voilà. Il faut que tu bouges parce que ça va vite. Ça va très vite. Aujourd'hui, si tu suis pas l'actualité, le truc, le machin, le client, maintenant, avant, il venait te poser une question. Maintenant, il vient, il pose une question, mais il a déjà un début de réponse. Parce que ChatGPT lui a dit que, tu vois, donc faut aussi que tu suives un peu le truc. Et si tu es un expert comptable, tu exerces dans ton coin et que ça se passe bien et que tu es heureux, si tu sens le besoin de te regrouper parce que tu en as besoin, parce que tu penses que c'est un moyen de se développer, go. Voilà. Mais si tu le sens pas, je pense que tu peux quand même avancer. D'ailleurs, c'est un bon message aussi. Alors moi, je pense que ça fait peut-être 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu allumes ton réseau social, ce qu'on te montre, c'est ce que tu as bien vu bien voulu regarder toi-même, mais c'est pas le reflet de la réalité du marché total. Et donc, c'est, je pense, intéressant de partir un peu en sens inverse. Il y a ce que le réseau social veut te montrer à toi, par rapport à ce que toi, tu as déjà vu par le passé, mais il y a aussi écouter ton fort intérieur. Et du coup, je trouve si tu penses que c'est une bonne chose, moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas y aller. Mais je trouve que c'est si trop tu bien. penses que c'est une bonne chose, faut y aller. Mais si tu penses que tu peux faire quelque chose quand même, mais il faut bouger. Si tu penses qu'il faut, ben go quoi. Tu vois, y a pas de, c'est pas une finalité. Moi je suis contre, vraiment je suis contre. En fait, on est des experts comptables, on a des devoirs de confraternité et le principe même, l'avantage même d'être expert comptable, Nicolas, c'est de pouvoir exercer comme on veut. Tu vois, je fais une petite dédicace à une amie avec qui on a été diplômés quasiment en même temps, Estelle Fréchet, qui communique pas mal sur les réseaux. Ben, la dernière fois, elle a fait un post qui a cartonné parce qu'elle a expliqué qu'elle veut exercer seule. Elle ne veut pas de salarié. Trop bien. Je te parle même pas du fait d'aller rejoindre un groupe ou tout ce qu'on veut. Et elle m'a toujours dit qu'elle veut rester seule, elle veut pas de salarié, ça se passe bien pour elle. En fait, c'est vraiment, faut créer son propre environnement, pas le subir. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître quand même. Tu vois, ça c'est. Ben justement, parce que si tu te connais pas ou si tu es pas. En fait, moi, tu vois, ça fait partie des choses qui ont joué. Parce qu'au-delà de cette aventure du cabinet qui m'avait rapproché, je reçois au moins 2 mails par semaine de confrères, ou pas de confrères, mais voilà, de personnes qui gravitent autour, qui me proposent de discuter pour de potentielles fusions, tout ce qu'on veut, etc. Moi, à chaque fois quand je reçois ce genre de messages, je me rappelle de Rabat, d'où il vient, de ce qu'il a vraiment envie, de où est-ce qu'il veut aller. Tu vois? Et moi, à partir du moment où tu as le moindre doute sur quelque chose, ne le fais pas. Tu vois? Donc, moi, je me suis rappelé que je viens de loin, j'ai fait ci, j'ai un objectif, j'ai que 33 ans, j'ai encore un chemin à faire. Donc, je me dis que moi, personnellement, en fait, j'ai envie de me prouver encore des choses. Il y a quand même des choses que j'ai maintenant. Pas de l'argent, hein, mais j'ai quand même des choses que j'ai dans mon quotidien maintenant. J'ai peut-être peur de les perdre, tu vois. Et je me dis non. Et la petite parenthèse aussi, c'est que je construis une petite équipe. Tu vois, on n'est que 3 au cabinet. J'ai 2 collaboratrices. Si elles m'entendent, je les salue. Mais en fait, tu vois, j'ai besoin de créer mon petit truc. Ça se passe bien. Et puis voilà, si je te dis ça, j'ai 33 ans. Peut-être dans 5 ans, je vais te dire, écoute, je suis arrivé à un stade où maintenant j'ai envie de passer un step et que je pense qu'il faut que j'y aille, mais il faut que je le pense. Il ne faut pas que je sois influencé. C'est ça, en fait, la différence. C'est-à-dire que si moi, j'ai des confrères qui se sont dit, j'arrive à un stade où là, maintenant, je pense que pour faire x10, il faut que j'y aille. Il faut que je rejoigne un groupe. Go. Mais ils le pensent vraiment. Mais moi, je veux juste que si tu prends une décision, pense-le vraiment. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, tu te connectes sur LinkedIn, tu
tu vois moi, des fois, je vois des posts, les experts comptables qui restent seuls ou les machins sont voués à mourir. En fait, moi, je mets en face les entrepreneurs. En fait, on nous dit partout que tous les entrepreneurs sont digitalisés, les trucs, le machin. Et là, quand on fait la cartographie pour la facture électronique, etc., On est loin. On est très, tu te rends très loin. compte que mon ami, le boulanger du coin, Lui, il sait même pas ce que ça veut dire encore. tu vois, Il sait même pas ce que c'est. il sait pas. Donc, en fait, des fois, tu as certains messages qui prennent trop de place, alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, en fait, il y a un marché pour tout le monde. Voilà. Il y a un marché pour tout le monde. Merci, Rabat, pour cet échange. Je pose une question traditionnelle à tous mes invités à la fin de chaque épisode. Merci. Déjà, franchement, c'est une masterclass. J'ai trop kiffé. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui nous écoute, jeune ou moins jeune, ou en tout cas, une sagesse que tu as pu acquérir au cours de ta vie, par toi-même ou par quelqu'un, que tu pourrais partager à nos auditeurs? Alors, qui sommes-nous pour donner des conseils? Par contre, il y a 3 petits points. La première chose que je me suis toujours dit, et si ça peut aider les gens, à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée, je me disais toujours, si d'autres l'ont fait, c'est que je peux le faire. Première chose. Donc, si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Peu importe le temps que ça prendra, peut-être que toi, tu as plus de facilité que moi sur certaines choses, tu iras plus vite. Peut-être que moi, j'ai un peu plus de difficultés, j'irai un peu moins vite, mais on y arrivera. Donc, si d'autres l'ont fait, c'est que tu peux le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu arrives dans des moments un peu de doute, comme j'en ai eu plusieurs fois, est-ce que je me spécialise? Est-ce que je me consolide? Est-ce que machin? Rappelle-toi, ou est-ce que je dois faire un choix très important? Rappelle-toi du pourquoi tu as commencé. Ouais, machin, j'ai envie de tout arrêter, je vais aller faire autre chose, machin. Après, tu te poses, tu réfléchis à ce que tu as une ligne directrice. Voilà. Rappelle-toi de ce que tu as commencé. Et dernière chose, Nicolas, je t'avais dit, j'ai 3 points. Dernière chose, la vie est tellement courte, faites les choses. Faites les choses, les gars. Faites les choses. Faites les choses. Tu sais pas si tu seras là demain. Des fois, on est là, on reçoit un appel, il y a une telle personne est décédée, tu te dis, mince. Mais en fait, tu vois, ça sert à quoi que tu sois consolidé, que tu sois pas consolidé, On s'en fout, ouais. Sois heureux dans Ouais, ta vie, tu vois, fais les choses. Fais les choses. Moi, je pense que j'ai fait les choses. Certaines choses ont marché, certaines choses ont moins marché. J'ai lancé des projets qui se sont cassés la gueule. Tu vois, j'ai lancé des projets qui avancent jusqu'à maintenant, mais je n'ai jamais eu de remords. C'est-à-dire, je fais, ça marche pas. Mais je veux jamais me dire, et si j'avais fait, tu vois un peu la nuance? Ouais, C'est-à-dire, carrément. des fois, tu fais quelque chose, tu te dis, ça a marché, Dieu merci. Ça n'a pas marché, bon, c'est pas grave. Mais par contre, tu as fait. Et je ne veux jamais, et si je peux me permettre de dire ça aux gens, ne soyez jamais dans une situation où vous dites, et si j'avais fait, quel aurait été le résultat? Voilà. Merci beaucoup, Rabat, pour cette discussion. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Je vous mets le profil LinkedIn de Rabat Mohamed en description de cette vidéo et de ce podcast. Si il vous a fait kiffer, partagez-le, bien sûr, likez-le, partagez-le à tous les amis. Et puis, je mettrai aussi le cabinet dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes pharmacien, allez voir Rabat directement aussi. Ça peut être... Merci à tous. Merci Nicolas et à bientôt. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.